radiopirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Es-tu correct, le toussage, mon ami Mr. White? Moi, j'ai pas toussé de la semaine. Correct? Arrête. OK, parfait. Parce que juste avant qu'on rentre en ondes... Je le sais. Mais ça, t'as pas toussé de la semaine, toi, en plus? Non, j'étais correct. J'étais pas pire. Mais Jerry, il tousse quasiment plus, là. Jerry va mieux. Ça va Jerry bien. va mieux. Oui, ça va bien. Yes. Hey, vendredi, ça achève, les amis. Donc, on s'en va pour la fin de semaine, grosse fin de semaine. Moi, je vais aller faire un tour au tournoi de golf où il n'y a pas de gars de la PGA, bien que je connais bien. Imaginez-vous, si moi, je les connais pas, il n'y a pas grand monde qui va les connaître. Donc, tournoi assez tranquille parce que c'est juste fait différemment. Mais je vais y aller pareil. J'aime le golf, donc je vais aller me promener là ce week-end. Puis après ça, il y a plein d'affaires. Puis là, on a de la visite. On a Carlos de Punisher qui est avec nous autres en plus. On était ensemble sur Prime. Et là, pendant qu'on est en train de préparer, juste avant de rentrer en ondes puis de vous jaser pour le live, on est en train de commencer à faire un podcast parce que dans le Prime, regarde, c'est le sujet du jour, veut pas. Ça veut dire que ça fait 1 an, donc là, tout le monde a son drapeau ukrainien, le premier ministre a son drapeau ukrainien. Ben là, le jaune, le bleu. Le jaune, le bleu. Moi, j'ai toujours aimé ça, le jaune, le bleu. Pendant la COVID, c'était une couleur que j'haïssais. Là. C'était la Suède. Ça, la Suède, j'ai haï, moi. Mais là, la même couleur, mais pas toutes pareilles, là, c'est pas mis pareil. Ben, ça donne un beau drapeau là, d'Ukraine, puis on les aime, les Ukrainiens, puis on les aime, les petits piouis, là, sont bons, là. Donc, là, lui, écoute, c'est... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu l'avais pas imité. Mais c'est ça. Hein? C'est ça. Non, là. C'est une continuité de Freestyle Friday. C'est ça. Tu viens de faire là. On est dans le mood de Freestyle. C'est le monde qui veut m'entendre, là. Oui. C'est pas mal. J'avais pris 2 semaines de break dans Freestyle Friday, mais c'est dans le Prime, puis venez voir ça, c'est spectaculaire. On a parlé de cette journée-là tantôt, pas mal en détail. Donc, si vous voulez avoir du Prime, allez vous abonner. À partir de la semaine prochaine, il est possible que vous soyez capable, là, on est en train de finaliser quelque chose, mais il est possible que vous soyez capable d'acheter au moins une semaine. Là. Donc, des fois, vous dites, je vais l'essayer avant. On va vendre un package de semaines déjà toutes faites. Donc, à venir, je vais vous expliquer comment faire. Ça sera assez simple pour les gens qui ne sont pas membres de Radio Pirate Prime. Donc, il y a une manière de le faire. Mais tout ça pour vous dire qu'on a jasé de toute cette patente-là ce matin pendant Radio Pirate Prime. Puis là, on en parlait encore là parce que c'est le sujet, veut pas, c'est le sujet du jour. Parce que là, on sent... Moi, ce qui m'a mis... c'est drôle, hein? Habituellement, je ne clique jamais sur les articles très rarement sur les articles, entre autres, de Mario Dumont. Mais j'ai vu que Mario... c'est quelqu'un qui me disait, hey, Mario Dumont clenche la droite sur leur vision de la guerre face à Poutine. Là, le gars m'envoie le lien. Je clique dessus. Et je me suis dit, je vais me taper ça. Ça ne me tente pas bien. La boîte qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Et moi, je capote de voir combien de gens veulent la guerre. Je sais, Carlos, ce que tu nous dis, c'est beaucoup les gars d'armée, donc les généraux et toute l'industrie en arrière. Mais c'est la première fois de ma vie que je vois la gauche tant vouloir de sang. Tu sais, j'ai toujours pensé, j'ai toujours vu la gauche, je sais pas, j'étais jeune, Woodstock, les Beatles avec John Lennon puis Yoko dans le lit à Montréal, le Sing Peace and Love. Exactement. Tu sais, mais c'est bon, Jeff, c'est bon ce que tu viens de dire là. Si Lennon était vivant aujourd'hui, il serait de quel bord? Il serait ukrainien, il voudrait avoir la peau de Poutine. Ah ouais? Okay. Oui. Moi, je pensais qu'il était contre la guerre, lui. Non, il aurait fait comme tous les autres gauchistes, il aurait changé, puis il serait devenu un guerrier, il serait devenu quelqu'un qui veut de la violence, qui veut des morts, qui veut des milliards, qui veut... Mais c'est les gens de droite, en tout cas, si je me fie au texte de Mario Dumont, là, c'est sûr qu'il déconne, il fait semblant que tous les gens de droite sont pro-Poutine, ça n'a rien à voir. Nous autres, ce qu'on pense, c'est que tu dois aller t'asseoir avec Poutine, tu dois aller négocier avec Poutine. Anyway, c'est une fin qui va être catastrophique pour l'Ukraine. Donc, va t'asseoir avec... Oui, l'envahisseur, mais le gars qui est sûr qu'il va gagner. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. Là. Il y a une gang en babouche, puis il y a une gang qui peuvent t'écraser un après-midi. Donc, tu vas t'asseoir avec. J'ai adoré l'idée de Mr. White sur Twitter. Tu mets un négociateur indépendant qui n'est pas président, parce que le président américain, en ce moment, c'est un vendeur de guerre. On a un vendeur de guerre. Biden, même s'il est mêlé, c'est un gars qui déboule les marches en montant,
dans l'avion. C'est un gars qui veut vendre la guerre. Il vend la guerre. Les médias vendent la guerre. Il y a juste les gens de droite comme nous qui veulent la paix. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Mais Jeff, il y a deux choses. Il y a le et printer Trump serait dans un les bon mains. négociateur. On en parlait tantôt. Oui, Biden, il y a un printer dans les mains parce qu'on est rendu, en tout cas, moi, les chiffres que j'ai entendus à Fox hier, c'était 138 milliards de je ne dis pas qu'il est dépensé encore, mais qui est promis à l'Ukraine. Il y en a au moins la moitié qui a été donnée de ça, si ce n'est pas le trois quarts. Mais on est rendu à 138 milliards, puis ça arrête où? Je veux dire, en ce moment, il n'y a personne qui a cette réponse. Il y a même autant de républicains que d'Américains. On sait très bien qu'il y a des liens avec l'armement, puis les compagnies en arrière, tout ça, puis des compagnies publiques font de l'argent comme de l'eau. C'est qu'ils disent qu'il n'y aura pas de prix pour continuer à être en guerre contre l'Ukraine, contre la Russie en Ukraine. Puis ça, on appelle ça dans le terme, c'est un proxy war. C'est vraiment le terme, c'est un proxy war. Et quand on recule dans le temps des élections, des dernières élections américaines, les gens ont la mémoire courte. Pourtant, les Québécois, ça devrait être « je me souviens », parce que c'est ça qui est marqué sur la plaque. Exact. Devraient se souvenir, parce que moi, j'étais ici aux États-Unis, puis je suivais ça de très près en plus. Mais on était capable de suivre au Québec autant qu'ici. C'est il disait très ouvertement, le seul mot qu'il y avait à toutes les deux phrases, c'était « Poutine, 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 Poutine ». Puis il disait qu'elle allait tomber en guerre contre Poutine. C'est drôle, il n'y a aucun média québécois qui reprend ça. Il l'annonçait d'avant, il annonçait ses couleurs. Il me semble que dans le débat des chefs entre lui et... il me semble qu'il disait carrément. Fox, Il disait, je vais m'en occuper, moi, de Poutine. Jesse Waters, Tucker Carlson, puis les autres postes n'aiment pas ça. Mais malheureusement, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est capable de tout ressortir qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais. Puis sans même truquer. Mettez pas des high là-dedans, c'est pas ça que je dis. C'est les vrais textes, les vraies affaires. OK? Biden dit à répétition qu'il va rentrer en guerre contre la Russie. Il ne parle pas de l'Ukraine, contre Poutine et la Russie. Malheureusement, ça se passe sur un territoire en Ukraine. Tu appelles ça dans le terme militaire un proxy war. Et en ce moment, au début, c'était « Ah, on donne juste de l'argent ». Mais c'est drôle parce que Poutine le disait. Il dit « Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus loin ». Il dit « Là, ça a commencé avec de l'argent. Et là, c'est rendu que c'était « Ah, maintenant, on va donner du matériel pour aider à défendre l'Ukraine et son peuple. » Donc, c'est payant pour les Américains et d'autres pays alentours de fournir. Mais là, on est rendu avec du matériel pour attaquer les Russes. Et ça, c'est une ligne que même Biden disait, v'là un an, même 6 mois, il disait qu'elle n'allait jamais traverser cette ligne rouge-là. Ça veut dire, il y a eu une confirmation qu'il envoyait les nouveaux tanks. La Pologne a dit qu'elle allait fournir des F-16, puis l'Allemagne qu'elle allait fournir des pilotes, qu'elle allait former les pilotes, ça prend 3-4 mois, des pilotes ukrainiens. Checkez bien ça si c'est pas, finalement, les pilotes qui disent ukrainiens, ils ne seront jamais formés en 3-4 mois sur un F-16, un F-15 de l'année. C'est pas vrai, en 3-4 mois. Ça va être des pilotes des autres pays qui acceptent d'aller en Ukraine, puis d'aller se battre, puis d'aller voler, puis ils vont se mettre un casque avec un drapeau de l'Ukraine sur la tête. OK? Moi, je ne serais pas surpris de ça pendant tout. Mais là, on vient de passer à une autre barrière. Là. L'argent, de l'armement payant pour se défendre, hein? Des antimissiles, puis toutes ces affaires. Là, on est rendu avec des tanks, puis on est rendu avec des avions de chasse. Et même, on parle de missiles pour attaquer l'autre bord. Je m'excuse, là. C'est une guerre, là. C'est une guerre totale. On part la guerre. La guerre va commencer, là. On s'en va vers la guerre. Je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas paniquer personne. La gauche veut la guerre. Nos politiciens veulent la guerre. Ouais, mais moi je veux qu'on s'assoie avec... Je veux qu'on envoie un Art of the Deal, le meilleur dealer de l'histoire probablement que nous, on connaît de l'histoire récente. C'est probablement un gars qui s'appelle Donald Trump. Oui, qui n'était pas populaire avec les militaires américains. Je ne parle pas du peuple, les gens qui travaillent, les gens qui travaillent dans le Marine, Navy, puis toute la gang. On parle des généraux. On parle des généraux parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le seul président des 50 dernières années qui a désamorcé les guerres partout puis qui a ramené des troupes aux États-Unis. C'est ça qu'il a fait. Il dit, moi, l'inverse, qu'est-ce que je veux faire? Je veux montrer que je suis gros puis je suis fort. Le gros orange de 250 livres, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Il dit, pour montrer une force d'un pays, tu n'as pas besoin d'attaquer. Tu n'as pas besoin d'avoir une présence. Tu as juste à solidifier et rénover ton armement. Il dit, en ce moment, il dit, nos tanks tombent sur le cul, les bateaux sont maganés, les avions, on est dû en avoir des nouveaux,
On va-tu négocier un vrai deal finalement pour le F-35 parce qu'au début, l'avion était hors de prix, même le Canada n'embarquait pas là-dedans. Trudeau a fait des conférences de presse, puis il a fait des promesses électorales qui disaient que jamais qu'il embarquait dans ce programme-là. Je veux dire... Et finalement, il l'a acheté. Finalement, il l'a acheté. Pourquoi? C'est à cause de Trump. Parce que c'est Trump qui a baissé les prix de ça au complet, qui s'est assis avec Boeing puis McDonnell Douglas, puis il a dit « Wow. » Et c'est pas vrai que je vais payer ça 100 millions de l'avion. Là. C'est pas vrai. Là. Il est quasiment arrivé au prix, finalement, de F-18 Super Hornet. Exact. En passant, il a annoncé cette semaine que c'était fini le Super Hornet. OK, c'est fini. Boeing arrête la production cette année de Boeing. Ils viennent d'annoncer ça hier. Fait que là, ils sont arrivés dans un package. Puis c'est un package qui est extrêmement dangereux. Fait que Trump, lui, il retirait toutes ses troupes. Puis Trump, il dit non, on va prendre l'argent de ces guerres-là pour s'acheter de la nouvelle équipement puis être up-to-date sur tout le monde. Parce que là, la Chine se met up-to-date. La Chine, là, c'est rendu qu'ils font un faux soleil puis une fausse lune, puis ils font mouiller où ce qu'ils veulent dans les airs. Là. C'est dangereux. Là. La Chine a volé des copies de porte-avions américains. Ils en fabriquent. Puis ils se font des bases dans le Pacifique au complet. N'oubliez pas ça. Là. Hey, ils se font des la bases. Chine se solidifie ils au se complet. ils se bâtissent des îles. Ils font tout, puis ils prennent des territoires. Fait que les Américains, Trump, il dit non, attendez un peu. Moi, je regarde tout, je parle à tous les généraux, les affaires du monde. Ils disent tous que nos avions commencent à être vieux, commencent à être maganés, on n'a pas assez de pièces de rechange, on n'a pas. Ils disent, on peut-tu rénover toute notre flotte au complet? Fait que Trump, dans son mandat, repatrier, couper ces budgets-là à l'extérieur, à l'international, ramener ça au pays, faire travailler les gens locaux, en méga, Make America Great Again, c'est de replomber cet argent-là dans l'économie locale et de reproduire puis pousser la production. La nouvelle gang, c'est complètement l'inverse. Bien là, ils surfent sa wave de Trump qui a voté les budgets, tout ça, puis ça, c'est parti. Mais nous autres, on retourne à la guerre pareil. Donc, ils ont fait un retrait de l'Afghanistan, le pire retrait, le pire gâchis de l'histoire militaire mondiale, d'avoir laissé même du monde en arrière. Il est obligé d'avoir des gens privés, des militaires privés qui retournent pour aller sauver des Américains qui étaient laissés en Afghanistan. Là. Et sans oublier beaucoup d'armements secrets qui peut être maintenant décortiqués et ils ont copiés laissé pour ailleurs. 2 milliards. 2 milliards d'armements en arrière. Il ne faut pas oublier, là, quand les derniers avions américains partaient de l'aéroport, c'est un film d'Hollywood, là. Il y a des gens qui étaient pendus après le gear de l'avion qui voulaient partir avec l'avion. Non, c'était malade. Il y avait 10, 15, 20 personnes. Le point de Mr. White est écœurant. Moi, je pense que... Parce que le but, c'est ça. De ce que je comprends, je reviens sur le texte de Mario Dumont, là, parce que je pense que ce texte-là, on a réussi à... c'est un peu la COVID encore. OK? C'est encore le même principe que la COVID, c'est-à-dire que on bâtit un narratif, on trouve un bon, on trouve une vedette. C'est un gars qui était corrompu à l'os. Là. C'est un gars... Le premier ministre de l'Ukraine, avant la guerre, son peuple le traitait comme les autres politiciens. Il était sur le bord de le crisser d'un conteneur. Parce que vous savez que la gang d'avant, les Ukrainiens sont rentrés dans le Parlement, ils ont sorti par le fond de culotte, puis ils ont crissé dans un conteneur, pour vrai. Là. C'est des images de ça. Lui était sur le bord d'y passer parce qu'il n'était pas mieux que les autres. C'était un corrompu, comme les autres. Mais là, du jour au lendemain, la guerre est arrivée, puis on a bâti le narratif comme de quoi que lui, il est le bon, lui, c'est la star. Et l'autre, c'est le méchant et tout ce que tu veux. Moi, je ne veux pas... Écoute, je ne suis pas un fan de Poutine, loin de là. Mais je veux dire, si j'ai à prendre dans une game de même, si tu me dis mets de l'argent sur un, c'est sûr, je vais mettre de l'argent sur l'armée et sur Poutine que sur l'autre, qui n'a pas grand-chose. Mais là, on fait quoi, là? On fait quoi? Bien, lui, Dumont, il dit, et je sais qu'il représente probablement 90-95% des Québécois, il dit, on ne doit jamais négocier avec un tyran comme Poutine, parce que si on négocie avec lui et qu'on lui donne une partie de l'Ukraine, ensuite de ça, il va aller chercher un bout de tel pays, il va aller repousser les frontières de la Pologne, il va faire telle affaire, telle affaire. Donc, c'est des gens qui ne veulent pas négocier. Donc, Mario Dumont, et je pense qu'une majorité de Québécois, je dirais même une majorité très prononcée d'Américains, d'Occidentaux, ont décidé que l'Ukraine, c'est une belle histoire. Ils veulent pas... je sais pas, il y a comme une haine refoulée de la guerre froide contre la Russie, l'ancienne URSS. C'est comme un payback time. Puis on va utiliser l'Ukraine pour régler le cas de Poutine qu'on n'aime pas bien. Mais si tu envoies... Parce que le but ultime, c'est pas de guerre. Pas de guerre du tout. Pas de guerre là. Pas de victimes ukrainiennes, pas de victimes russes. Puis pas de chance de guerre mondiale. Donc, c'est quoi qu'on fait?
Ben oui, il faut aller négocier sacrément. C'est quoi cette affaire-là de ne pas négocier avec Poutine? C'est quoi cette maladie mentale-là de dire non, on continue la guerre encore une autre année, puis une autre année, puis une autre année, puis une autre année. Donc, c'est quoi qu'on veut? La destruction totale de l'Ukraine. Donc, si vous aimez l'Ukraine, vous ne pouvez pas dire que vous ne voulez pas avoir une négociation qui va amener à la paix. C'est impossible de dire ça, mais il le dit pareil. Et le point de Mr. White, c'est dans son choix de tweet qu'il a fait, il a fait un genre de sondage. Il a mis qui serait le meilleur pour aller négocier la paix avec Poutine pour éviter une troisième guerre mondiale. Bon, tu as mis pour rire. Tu as mis Justin Trudeau, tu as mis Biden, tu as mis Macron et tu as mis Trump. Puis je sais que ça fait capoter tout le monde, Trump. Je sais qu'il a réussi à se discréditer lui-même dans les derniers mois. Je sais qu'il a fait des gaffes, il a fait des histoires, mais c'est pas grave. Laissons les gaffes de côté. On en fait tous, tout le monde l'en fait. Il n'y aurait pas un politicien de bout si n'est pas un. Si c'était ça, là, il n'y aurait plus un politicien de bout parce que, d'après moi, les politiciens en carrière, ils font des gaffes quasiment une fois par semaine. Sa moyenne au bâton est meilleure que les autres. Oui, voilà. Donc, c'est pas parfait, mais sa moyenne au bâton est supérieure. En tout cas, à celui qu'on voit là. Tu l'envoies là. Jerry l'a dit tantôt sur Prime. J'ai aimé ce que tu as dit. Puis il y en a qui vont dire, c'est sûr, des amis. C'est pas des amis pantoute, mais qu'est-ce que tu as dit sur Poutine, mettons qu'on nomme Trump comme genre de conseiller, je dirais conseiller, comment ça appelle ça, là? Conseiller médiateur. Conseiller spécial. Conseiller spécial, médiateur. Oui. Poutine, je pense qu'il serait content. Ah, c'est garanti qu'il serait content. Ça j'en suis convaincu. Trump annonce qu'il s'en va à Moscou, puis il demande de rencontrer Poutine. Poutine est très, très, très content. Là. Ça, j'en suis convaincu. Là. Mais tu sais, Dumont dit, il dit, il n'y a rien à négocier avec Poutine. T'en sais quoi, toi? C'est un expert en politique internationale, lui? T'en sais quoi, toi? Ouais, tu comprends-tu le problème du Donbass? Parce qu'avant que les Russes traversent la frontière, parce que là, toi, tu dis, OK, les Russes, ils ont traversé la frontière. Il y avait 2 provinces, là. 2 provinces. Je vous évite les noms des provinces, là, parce que ça... Puis ces 2 provinces-là se déchirent depuis 2013-2014. C'est 14 000 morts. Avant que les Russes traversent la frontière. Avant, là. En Ukraine, c'était la guerre, là. À l'intérieur de l'Ukraine. Dans ces 2 provinces-là. Il n'y a pas de drapeau ukrainien bien dans ces années-là. Non, on s'en foutait. On s'en foutait. Le monde qui s'entretue au Donbass, on s'en sacrait. Il parlait même, Jerry, d'un genre de génocide. Là. Je veux dire, les Ukrainiens, des opérations spéciales arrivaient au milieu de la nuit. Voilà, c'est ça. Ils cognaient au pas, puis quand ils reconnaissaient des Russes, là, des vrais, puis ils savaient, puis ils étaient identifiés d'avance, là, ils allaient exécuter les familles. Là. Les russophones se sont autoproclamés. Donc, ça a fait comme 2 genre républiques. Ces 2 provinces-là, d'une manière, ils se sont autoproclamés indépendants. Puis eux autres, c'était leur seule solution, c'était ça, pour, autrement dit, se séparer de l'Ukraine. Parce que ils sont mélangés, là. Ce coin-là, là, sont mélangés les 2, là. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des accords. Il y a eu même 2 accords. L'accord Minsk, puis l'accord Minsk 2. Il y a eu 2 accords. Les 2 accords n'ont pas tenu. Pourquoi? Parce que dans les villages, ça se tapait encore sa gueule. Il fallait qu'il arrête de se taper sa gueule. Mais il se tapait sa gueule tout le temps. Tout le temps. Même avec les accords des Européens qui ont signé le papier. Ils disaient, OK, c'est fini. On enlève les grosses armes. Les grosses armes, c'est les tanks, les affaires de même. On n'enlève pas les guns, on enlève les tanks. Il continuait à se taper sa gueule et à s'entretuer. Mais il faut trouver. Mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'il faut trouver. Il faut trouver. OK, là. Il faut fouiller dans l'histoire. Il faut trouver une solution à ce trou de boîte-là dans l'est de l'Ukraine. Quelque chose est sûr, c'est pas Mario Dumont qui va aller régler ça. Mais non, attends un peu, mais passez à ça 2 secondes, là. Est-ce qu'on s'en va en 3e guerre mondiale pour un trou de boîte dans l'est de l'Ukraine? Pensez à ça 2 secondes, là. Une place que vous ne connaissez même pas, là. Je vous donne des noms de villes puis de provinces, vous ne savez même pas ce que c'est. Là. Nous autres, on va s'en aller en guerre mondiale pour un trou de boîte.
arrêtez, là. Moi, je dis Puis que... Jerry, t'as raison Non, en plus. Puis d'autant plus, c'est pas juste sur le trou de boîte. Je sais que j'ai raison. T'as encore plus raison. C'est élargis ton trou de boîte, mets toute l'Ukraine au complet. Non, mais l'Ukraine... Tu peux sortir... Ouais, mais attends un peu, Jerry. Non. Tous les cotes sorties auparavant par la presse sur l'Ukraine et leur opinion sur l'Ukraine était des crosseurs. L'Ukraine était des hypocrites. C'était des voleurs. Puis là, il parlait du gouvernement. Il ne parlait pas du peuple, là, la madame qui a la belle maison, qui fait des tourtières, puis tout ça. C'est pas de ça que je parle, là. Je parle le régime qui est là depuis une vingtaine d'années. C'est un régime de voleurs qui était là. OK? On va-tu partir... Puis ils disaient tous que c'était de la merde, puis c'était ci, puis c'était ça. On va-tu partir en Troisième Guerre mondiale pour un régime de merde, puis un pays que malheureusement, on aime bien le peuple, les Ukrainiens, mais le gouvernement, tout ça, c'est un gouvernement de merde qui est corrompu depuis 1000 ans. Je veux dire, on va-tu rentrer en guerre là-dedans à cause de ça? Je veux dire... Mais moi, j'en reviens pas de la volonté de la gauche, je répète là. Ah non, c'est épouvantable. Ça. Je ne pogne pas ce bout-là de voir que la gauche est devenue une gauche violente qui est pro-guerre et qui veut du sang et qui veut qu'on joue avec des armes nucléaires. Êtes-vous complètement cinglé dans votre histoire? C'est quoi? C'est la COVID qui vous a donné ce pouvoir-là? Vous avez vu que vous pouvez tellement vous amuser que le monde, puis vous pouvez tellement jouer avec les médias, vous pouvez tellement brainwasher le monde que maintenant, vous êtes même capable d'aller jusqu'à... Parce que c'était passé, là, embarrer du monde dans les maisons, leur empêcher de rentrer dans les restaurants, les forcer à prendre des piqûres, etc. Oh là, c'est passé, le trip est fini. Ça nous prend un petit coup plus par en haut. Jouons donc avec la guerre. C'est ça, votre nouveau trip? Allons jouer avec la guerre? Pas un jeu moi, vidéo, je joue pas avec la guerre. Pas un jeu vidéo, là. Mais non, c'est pas un jeu vidéo. Mais Jeff, tu as un très bon point parce que Mike Pompeo, qui est l'ancien bras-droit de Donald Trump, qui était le meilleur à l'international, quand la guerre a commencé, puis tout, il dit, savez-vous avec qui vous faites affaire? Faites affaire avec un des pays qui a à peu près le plus gros armement nucléaire au monde. Ben oui. Pensez-vous qu'il va perdre la guerre, là, s'il part en guerre? Ben non. Savez-vous dans quoi vous embarquez, là? Puis là, vous êtes après planifier. Il dit, là, il dit, les démocrates vont commencer ci, ils vont commencer ça. Là, Blinken, non, ça ira pas plus loin que ça. Mais tout ce qu'ils ont promis depuis qu'on commençait ça, qu'ils ont envoyé de l'argent, bien, le trou à la marde, il continue à le creuser tout le temps. Puis il continue à s'enfoncer. Là, c'est un peu d'argent. Là, c'est rendu 138 milliards. Là, c'est rendu de l'armement pour se défendre. Là, c'est rendu de l'armement pour attaquer. Mais là, tu provoques tout le temps le gros grizzly russe que lui qui a de l'armement nucléaire. Puis moi, qu'est-ce qui me fait rire en plus de ta gang de gauchistes, puis de journalistes, puis tout, il écrit à toutes les semaines que la Russie est après perdre la guerre. La Russie est après perdre la guerre, puis l'Ukraine gagne, puis il gagne du terrain, puis la Russie perd la guerre. Pensez-vous vraiment? Mettez-vous dans la peau de Poutine. Oui. Pensez-vous qu'il ne va pas de façon... c'est voulu de faire un proxy war tranquille au sol en ce moment. La journée qu'il va vouloir, qu'il va se fâcher, admettons qu'elle perd pour vrai la guerre. Non, c'est une guerre qui aurait pu durer 2 jours. Là. Bon. Admettons qu'il y avait la guerre pour vrai, là. Il va-tu en tuer une bombe sur Zelensky, là? Il va-tu le trouver, là? Avec les satellites puis tout, là? Il envoie encore des astronautes, là, dans la Space Station, là. OK? Puis il envoie des satellites partout, là. OK? Puis ils sont rendus avec le missile hypersonique nucléaire. Le missile hypersonique nucléaire, la Chine l'a, la Russie l'a. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il vole à peu près à 20 pieds au-dessus de l'eau. Il va à vitesse hypersonique, puis il peut faire une tête nuke dessus. Ça veut dire qu'il peut partir, je vais vous donner un exemple, une place en Russie, puis il peut aller tuer Jeff Fillion et Carl Sanson ici en Floride avec une adresse avec le satellite. Ça va péter ici. Merci, bonsoir. Terminé. Sans être détecté. Attendez un peu, là, sans être détecté. Fait que pensez-vous au bout de la ligne, Mike Pompeo le dit, puis bien d'autres, pensez-vous au bout de la ligne que Poutine va perdre? Arrêtez. Là. Non, Poutine ne perdra rien. Là. Il ne perdra jamais. Non, regarde, jamais qu'il va perdre. Pour finir l'ouverture de ce vendredi sur Radio Pirate Live, juste finir avec Dumont, parce que comment ça va m'énerver, lui? Pas à peu près. Là. Non, il dit, oubliez le cliché des gauchistes avec un joint et une guitare qui seraient prêts à laisser agir un dictateur au nom du rejet de la guerre. En 2023, ce sont plutôt des gens dits de droite, avec un clavier et des thèses complotistes. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire du complot là-dedans. Ils sont bandés sur le... Excusez-moi, là. Vous êtes complotiste avec le complotisme. C'est parce qu'il n'y a pas d'argument, Jeff. Il n'y a pas d'argument. Mais là, t'as peu, c'est pas fini. Qui sont enclins à céder devant Vladimir Poutine. Personne ne cède devant Vladimir Poutine. On ne veut pas de guerre. Au Canada, ce sont des supporters
de Maxime Bernier et de Pierre Poilièvre qui succombent. Voilà, on veut salir Poilièvre parce qu'on sait qu'il peut être premier ministre, puis on veut être certain que le Bloc va repasser. Ce n'est pas la première fois que je le confesse, mais il y a des matins où je ne comprends plus ce qui arrive à la droite. Laisser un dictateur débarquer avec son armée chez le voisin, est-ce compatible avec les valeurs de droite? Allez relire Winston Churchill. Mettre une dictature à la Poutine sur un pied d'égalité avec les pays démocratiques, c'est aux antipodes de toutes les valeurs de liberté et de défense de la civilisation qu'on m'a enseigné. Détourner le regard et suggérer qu'un conflit ne nous concerne pas lorsque nos valeurs de civilisation sont en jeu, voilà le genre de lâcheté décrié par les leaders de droite durant des décennies. Depuis que Trump a avoué sa fascination pour les dictateurs, il s'est passé des choses bizarres. C'est un des textes les plus capotés que j'ai lus. Ah oui. Ça, c'est le gars qui a essayé d'être premier ministre du Québec. Là. Ça, qui aurait l'idée le Québec. Non, c'est un des textes les plus bizarres que j'ai jamais vus. C'est un gars qui appelle à la guerre. Parce qu'il y a un gars fou là-bas. Un gars fou, tu vas t'asseoir avec, tu le calmes. Tu t'en vas pas avec il y a un piton, il y a des grosses bombes, tu n'as, ça peut rien que mal finir. C'est quoi ce call-là? Les histoires de peace and love des années 60, c'était des gars en babouche avec des guns. OK? Avec des avions un peu tout croche. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus là, man. Man, come on! On parle tu veux parler de drones, de nucléaire, de tout ce que tu veux. C'est un point de non-retour. Si on embarque là-dedans, il n'y aura pas de 4e guerre mondiale. Ça, c'est clair? Rocky finit avec Drago en prenant une bière à la fin. C'est ça. Ils se font un hug. Au lieu de se donner une claque à la gueule, là, du show, là, de la boxe, là, hein? Drago, c'est un armoire à glace, là. Et l'autre, il est tout petit. Mais finalement, ils se font un hug puis ils deviennent amis. Exact. C'était plus facile que de se donner une claque à la gueule. Ben voilà. On a tout compris ça. La droite l'a compris il y a longtemps. Puis là, maintenant, c'est la gang de gauche qui veut du sang. Moi, je comprends rien là-dedans. Ils nous font en plus la morale. Come on. Mario Dumont, le gars qui mettait une bouteille immense de patente pour se laver les mains sur sa poubelle avant de rentrer dans la maison. Non, c'est pas vrai, ça. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est la photo qu'on a vue, pour vrai, c'était chez eux. C'était pas un frame-up, ça. C'était chez eux. C'est promis, tu me le promets. Je te le promets. C'est un gars qui a eu peur d'un virus qui donne un genre de petite grippette, imagine-toi, pour du monde de son âge. Et regarde, à terre, qui a demandé au monde de se débarrasser de leurs frères et de leurs sœurs qui ne pensaient pas comme eux autres, des barrés sur Internet, de ne pas les inviter à Noël. Mario Dumont, c'est devenu un méchant guerrier, là. C'est un méchant guerrier. Anyway, allons vers autre chose. Allons vers... Bon, je suis capable, lui. Je pensais qu'on a déjà voté pour lui. C'est le gars qui a passé proche du pouvoir, qui s'est ramassé dans l'opposition. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive dans le monde entier. On peut-tu le dire, un autre fraude? Ben oui, mais le gars est allé dans l'opposition, même pas au pouvoir. Il n'est même pas au pouvoir. Le gars dans l'opposition, il est tellement mauvais avec sa gang qu'à l'élection d'après, ils l'ont crissé dehors, il en restait un d'élu. Il est passé de 41 à 1, je crois. Ça nous fait la leçon sur comment aller négocier avec Poutine. Négocier ou non avec Poutine. Come on, man. Mario. Même pas capable de faire des nachos. Ouais. Oui, des nachos en plus. On peut parler des nachos aussi, ça vous tente. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. La recette Fire Barnes un peu plus tard et également la boîte à pizza de notre chum Jerry. Mais juste avant, on est vendredi, c'est le chum Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Également en podcast un peu partout, incluant YouTube. Donc, Yann, t'es salué. Est-ce que je rêve, mais tu as eu un genre de petit... t'as réglé le cas de Sortons les poubelles à un moment donné sur un de tes podcasts? C'est ce que j'ai compris? Oui, on s'est amusé avec Joey Aubé hier matin à 7h45. On a fait le tour. On a vu la nouvelle que Radio X a avancé un peu dans ses demandes d'injonction. Apparemment qu'il aurait reçu les IP et les... je pense que c'est le numéro de téléphone des gens, mais là, ils veulent aller un petit peu plus loin. Là, ils veulent aller chercher les noms exacts des personnes qui sont derrière la page Facebook de Sortons les poubelles. Parce que c'est la... Moi, je pense que c'est plus Twitter, parce que Facebook, ils l'ont déjà dans le procès dans lequel ils sont.
Exact. De ce que je comprenais, c'est qu'ils poussaient plus loin. Ils ont eu un succès avec une injonction, puis là, ils demandent une autre injonction pour aller un peu plus loin parce qu'il y avait juste l'adresse IP, fait qu'ils voulaient... Tu sais, c'est tant ça qui est difficile quand tu essaies de poursuivre quelqu'un pour un dommage qu'il t'a fait, puis tu demandes réparation. Tu sais, c'est pas juste dire « Hey, il n'a pas été fin ». C'est de dire aussi qui est-ce qui n'a pas été fin exactement. Parce qu'en tant que tel, est-ce que Sortons les poubelles est une corporation ou un OSBL qui a de l'argent dans ses coffres? La réponse est non. C'est pas une personne morale qui peut payer un chèque pour payer une diffamation. Fait qu'à ce moment-là, tu dois tenir les individus individuellement responsables du mal qu'ils ont fait. Fait que, tu sais, c'est un peu simple, c'est un peu difficile, autrement dit, d'identifier réellement, ouais, mais c'est telle personne qui a dit telle niaiserie avec le compte en arrière. Fait que ils se protègent un peu de cette façon-là. Mais en même temps, l'intérêt de gratter et de voir, coudonc, parce que on a tous nos doutes de cette façon-là. On a comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont du temps libre énormément pour écouter une radio qui n'aiment pas du tout afin de la faire tomber. Ben, c'est ça. D'un certain côté, tout le monde réfléchit à ça et se dit, ben, il y a probablement quelqu'un qui est payé pour faire ça ou ben non, que son temps est libéré par un employeur pour faire ça. C'est là qu'on arrive et qu'on se dit tout le temps, y a-tu un syndicat derrière ça? T'sais? Oh oui, tu l'as vu hier. Il y a quelqu'un qui te l'a écrit, qui a fouillé un peu. Puis moi, j'avais fait la même chose il y a quelques années, puis j'avais découvert la même adresse. Donc, c'est sur la rue des Gradins. C'est un syndicat avec beaucoup de moyens qui utilise l'argent de ses travailleurs pour engager des gens qui écoutent des gens comme nous autres, puis faire des tweets diffamatoires, mensongers, et tout ce que tu veux. Donc, juste pour attaquer, pour être certain que... ce sont des gens qui disent pour la liberté d'expression. On le voit dans leur interdiction, en tout cas l'interdiction qu'ils demandent aux juges d'avoir des détails sur eux. Eux autres, ils prônent, ils disent que c'est à cause de la liberté d'expression qu'ils ont le droit de le faire, puis ils peuvent même le faire sans être identifiés, etc. Donc, ils utilisent la liberté d'expression. Sauf qu'ils nous plantent à tous les jours parce que la liberté d'expression que nous, on a, donc, les sujets que nous, on a, nos valeurs qu'on a, ne sont pas les leurs et ils veulent nous intimider. Ils veulent intimider les acheteurs de pub. Ils veulent que nos business crèvent parce que, justement, nous aussi, on exerce notre liberté d'expression, mais c'est juste que ce n'est pas la liberté d'expression qu'eux veulent entendre. Mon bug, il est là, moi. Moi, que des gens me critiquent, que des gens me traitent de pas intelligent, que des gens me traitent de tous les noms, si je suis capable de savoir c'est qui, j'ai aucun problème avec ça. Mais de voir qu'il y a des intimidateurs, des terroristes, des gens non identifiés qui attaquent entre autres nos clients, puis qui nous attaquent nous, puis qui ont même embarqué mes filles là-dedans. Excusez-moi, Patrick Lagacé, quand il embarque là-dedans, puis qu'il sert de ces gens-là pour faire des textes comme si c'était des gens crédibles, bien, il y a quelque chose de très, 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 très dangereux et surtout très louche derrière ça. Et mon feeling, c'est que tous les noms que tu as vus dans l'article, dont l'ancien boss de Radio-Canada, puis la Madame Payette, l'ancienne proche de Pauline Marois, puis qui a fait un livre sur nous, etc., puis tous les noms qu'il y a là, ces gens-là qui s'objectent à ce que le juge donne plus de détails concernant les gens derrière, mettons, le compte Twitter, c'est que ces gens-là sont probablement paniqués de savoir que ça peut arriver. Là. Je dis pas que c'est eux, mais je trouve ça très bizarre de voir que eux, ça les dérange. Écoute, c'est parce qu'à un moment donné, il y a matière à avoir réparation, dans le sens qu'ils se cachent derrière la liberté d'expression entre toi puis moi. Là. Quand ils prennent une cote de toi puis moi qui parlent en ondes ensemble ou qui on parle pendant la pandémie puis qui prennent cette cote-là puis ils disent « Checkez-moi les caves ». Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Oui. Est-ce qu'on peut demander réparation pour ça? Je pense que non. Oui. Dans ma tête, c'est pas ça qui est problématique. Par contre, quand tu pars à la chasse, à la réputation de gens qui ne font que commanditer une station de radio, tu es en train de faire deux choses. Tu attaques des réputations d'entreprises qui n'ont fait que placer de la publicité dans une radio. Donc ça nuit à la rentabilité de ces entreprises-là. Et la deuxième chose, tu attaques la source de revenus principale d'une entreprise comme Radio X ou Radio Pirate en faisant ça. Puis même, je vais mettre mon nom là-dedans, tu attaques ma crédibilité à long terme en le faisant. Donc, quand tu t'attaques à des revenus d'entrepreneurs, ces entrepreneurs-là ont une façon de se défendre, c'est de t'amener en cours puis de demander réparation pour les dommages subis. Puis dans le cas de Radio X, c'est assez facile de documenter la perte de revenus de leur côté qui a été fait en lien avec ces gens-là et avec le harcèlement qui est fait sur les commanditaires potentiels. Il y a des gens probablement qui voudraient mettre la pub à Radio X puis qui ne le font pas parce qu'ils ont peur de se faire intimider par ces crosseurs-là. Fait qu'à un moment donné, tu es dans une position où est-ce que le bout de la liberté d'expression, c'est pas ça le problème. Le bout, c'est où est-ce qu'il y a des tactiques qui viennent s'attaquer à la source de revenus principale d'entreprises établies
à la source de revenus principale aussi d'acteurs qui ne sont que chroniqueurs à cette antenne-là. Je veux dire, à un moment donné, là, on ne se fera pas de cachette. La journée que tu décides d'attaquer des gens comme nous, mais en passant par nos organismes professionnels. Moi, il y a des gens qui font des plaintes sans arrêt à Industrielle Alliance, qui font des plaintes sans arrêt chez Investia qui me foutent à la porte. La raison pourquoi ça n'arrive pas, c'est que j'ai une bonne réputation dans l'industrie. OK? C'est une peine perdue, eux autres, de leur côté. Mais je sais que ces plaintes-là sont déposées souvent, qui n'est pas mon employeur, parce que je ne suis pas un employé d'Industrielle Alliance, je ne suis pas un employé d'Investia. C'est un partenaire d'affaires, tout simplement. Et ils reçoivent des plaintes pour m'attaquer. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées au fil du temps à la Chambre de la sécurité financière, dans mon cas. Il y a même des plaintes qui ont été faites à l'Ordre des pharmaciens du Québec pour ma femme. Ça, c'est le bout aussi que c'est une ligne qui n'était pas franchir, là, d'attaquer la femme d'un chroniqueur. Là. Dégueulasse. La famille, sérieusement. C'est dégueulasse. Tu sais, à un moment donné, l'idée derrière ça, puis elle a été blanchie, by the way. Là. C'est dégueulasse. Fait qu'à un moment donné, elle est toute chier, ma gang de tabarnak. Là. Je peux pas le dire plus simplement que ça. Ah! Tiens-toi. Mais ces gens-là, c'est des militants qui veulent faire tomber des entreprises. Puis leur objectif, c'est réellement d'attaquer les êtres chers des personnes qui donnent des chroniques en ondes, les êtres chers des animateurs de radio, parce qu'ils ne sont pas capables de faire taire ces gens-là. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé à faire ma première chronique radio avec Dominique Morin en 2010. Là. Ça fait 12 ans que vous essayez que je ferme ma gueule. La réalité, c'est que le moment dans ma vie où j'ai été le moins libre pour parler publiquement, c'est quand j'avais un employeur. Puis vous avez réussi à me faire perdre ma job chez cet employeur-là. La journée que vous m'avez fait perdre ma job à cet employeur-là, je suis devenu libre à ce moment-là. Je suis plus dangereux pour votre idéologie depuis ce temps-là. T'es plus dangereux pour eux. Excuse-moi, Yann, t'es plus dangereux pour eux depuis qu'ils ont réussi à avoir ta peau chez ton employeur. Donc, finalement, ça a fait l'inverse de ce qu'ils souhaitaient. Parce qu'à un moment donné, tu sais, oui, il pourrait avoir plus de chroniqueurs de droite au Québec. Probablement qu'ils ont un effet sur ça. Il y a des gens qui n'ont pas le goût d'aller faire ce qu'on fait depuis des années parce que la fête que ça l'implique, ils ne l'ont pas en an deux. Fair enough, je suis capable de comprendre ça. Puis honnêtement, ça se défend en masse. Il y a des gens de qualité présentement qu'on n'entend pas sur nos ondes radio parce qu'il y a de l'intimidation à la sortons les poubelles qui s'exécute. Mais en bout de ligne, les gens qui sont restés debout pendant tous ces temps-là, puis tu sais, je pense que tu peux être mis au-dessus de la pyramide là, d'une manière assez évidente dans ma tête, sont encore debout, puis c'est des gens qui sont extrêmement résilients. Là. Fait que tu sais, est-ce que vous pensez réellement que vous allez être capable d'avoir notre peau pour vrai? Puis, à un moment donné, tu es dans une position aussi que les autres sont persuadés que parce que Jeff Fillion ne parle plus à Radio X, ça a été un succès, cette affaire-là. Hey, les amis, regardez l'industrie des médias, où est-ce que ça s'en va? L'industrie des médias s'en va sur le web. C'est plus vraiment sur les ondes hertziennes ou les ondes télé que ça va se passer dans le futur. Là. Ça va se passer réellement sur Internet, sur les YouTube de ce monde, sur les Spotify de ce monde. La game est en train de se dessiner et se jouer là. Puis, tu dois immédiatement construire ton auditoire pour avoir un avantage concurrentiel dans le futur sur les autres. Joe Rogan, son histoire. Est-ce que Joe Rogan est réellement si exceptionnel que ça? La réponse est non. Par contre, il est un précurseur. Fait que la raison pourquoi aujourd'hui il domine et est capable d'avoir des invités comme Zuckerberg, comme Elon Musk, c'est d'abord et avant tout parce qu'il a été un précurseur, parce qu'il a été un des premiers à se construire un gros auditoire dans le moment où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition. Présentement, la compétition au niveau du podcasting est faible au Québec. Les gens qui sont en train de construire leurs entreprises là-dessus, puis pas juste nous autres, évidemment, on risque d'avoir du bien meilleur succès dans le futur que des entreprises comme Québécois. Je pense que c'est assez évident. Quelqu'un de l'industrie bien placé, nouvellement retraité, parce qu'il y a des observateurs, il y a des gens qui pensent que les gros joueurs que nous connaissons ont à peu près encore 5 ans pour survivre. Et après ça, c'est la fin de tout ce que nous connaissons depuis qu'on est au monde, finalement. Même si on sont devenus de plus en plus gros, on avait l'impression que c'était le contraire. On avait l'impression que jamais il allait finir par grossir. Et là, on le voit. On l'a vu depuis quelques semaines, puis on voit comment ça se passe. Mais on voit surtout, tu sais, je veux dire, c'est même pas de leur faute nécessairement. Peut-être, oui, on dit souvent, ouais, mais s'ils écoutaient le monde, on le fait, là, l'analyse. Mais la réalité, c'est que les gens, ils sont plus. Les gens, ils sont carrément plus là. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? À un moment donné, quand les gens, de par, je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais tu sais, je veux dire, si moi, j'ai besoin d'avoir une recette, puis je suis rendu sur TikTok au lieu d'être en train d'écouter Food Network, il y a quelque chose qui se passe. Là. Tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas la clientèle cible en tout pour être sur TikTok, et pourtant, c'est ce que je fais. Donc, comment tu fais pour empêcher le train de descendre quand il est rendu dans la côte? Moi, j'ai l'impression que tu ne peux rien faire, mais certains observateurs pensent que dans 5 ans, c'est terminé. Ah, je le crois. Je le crois honnêtement. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, t'es là, tu regardes leurs efforts.
qui sont déployés d'une manière concertée pour faire tomber des gens comme nous, qui de nous faire subir une forme de harcèlement, nous faire subir une forme d'intimidation. Puis en bout de ligne, au bout de 10-12 ans, on est encore debout. Là, je veux dire, on a appris à dealer avec ça. Honnêtement, si tu me donnes le choix, j'aimerais mieux pas avoir à dealer avec ça dans ma vie. Je trouve que c'est une perte de temps complètement inutile. Ça vient avec toutes sortes de trolling et tout ça, mais regarde, shit happens, là, tu vas avoir une carrière, entre guillemets, dans les médias, c'est ça qui doit arriver. Mais la réalité, c'est la suivante. Présentement, on a réussi à bâtir un petit podcast de notre côté, puis ce podcast-là, il est rentable. J'ai pas de subvention du gouvernement. Fait qu'allez tout chier. Vous me ferez pas tomber. Okay? Dealez avec moi, là, vous êtes pognés avec moi. Si ça vous fait chier ce que je dis, ben, deal with it. Okay? Parce que je vais continuer à le dire. J'ai eu plusieurs occasions de fermer ma gueule dans ma vie, puis je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai pas demain matin. Ça n'arrivera pas. Mais l'avenir est du côté de ces médias-là. Mais quand tu arrives, tu te dis, tous ces efforts-là qui sont déployés, à un moment donné, tu es là, tu te dis, c'est parce qu'il y a des lignes à ne pas franchir quand même, puis il doit y avoir réparation en cours. Puis les médias sociaux, présentement, je pense que c'est le plus gros problème qu'on a, c'est que c'est pas qu'il y a des gens anonymes. L'anonymat, c'est quelque chose de normal. Les comptes parodiques, c'est quelque chose de normal. Les gens qui sont contre tes idées, c'est quelque chose de normal. Les trolls, c'est quelque chose de normal. Par contre, la diffamation, c'est pas quelque chose de normal. Et c'est quelque chose qui doit être fighté, non pas chez Facebook ou Twitter ou YouTube, c'est quelque chose qui doit être fighté devant les tribunaux. Donc, à un moment donné, on devrait être capable d'avoir de l'information beaucoup plus facilement que ça, de ces grands réseaux sociaux-là, pour être capable d'attaquer quelqu'un qui a causé des dommages à une entreprise ou à un stream de revenus d'une personne physique. Puis ça, c'est la chose qui est la plus importante. Ça permettrait même à des gens comme Zuckerberg de mettre beaucoup de staff dehors en disant « Écoute, on va essayer d'arrêter de réglementer ou de contrôler ce qui se dit sur notre réseau. On va laisser les cours de justice s'arranger entre elles. Mais c'est l'affaire, c'est qu'on va collaborer très rapidement avec les gens qui ont besoin d'informations pour amener quelqu'un en cours. » Ça, c'est vraiment la voie de l'avenir, je pense, pour les réseaux sociaux, pour arrêter d'essayer de policer eux-mêmes toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir là-dessus. Parce que la diffamation, il s'en fait rien qu'un peu, là, on va se le dire. Puis quand on essaie, je pense qu'il y a des leçons aussi à retenir au niveau des organismes professionnels, que ce soit le Collège des médecins, que ce soit les organismes qui reçoivent des plaintes, justement, de chroniqueurs éventuels qui ont des licences, comme dans mon cas, en services financiers, en pharmacie, name it, là. Oui. Ces organismes-là, je pense qu'ils ont un apprentissage à faire de leur côté aussi pour dire, attends une minute, là. Il y a des gens, présentement, c'est au Québec, mais c'est partout ailleurs dans le monde aussi, là, qui se servent de ces corporations professionnelles-là pour faire du militantisme politique, pour faire taire un adversaire Marc politique. Lacroix contre Bolduc. C'est direct là, je m'en allais. Bolduc, c'est l'ami. On le voit sur des photos en train de traîner le pouce-pouce du dernier bébé de Catherine Dorion dans le journal. On sait que c'est un gars qui a essayé de se faire élire chez QS. On sait que c'est un activiste et un militant anti-Radio X. Il s'en cache même pas. Et on sait aussi que ce sont des gens qui ont mis des commentaires négatifs Google sur la clinique médicale de Marc Lacroix. Donc, quand tu es le Collège des médecins, ou ce que tu as déjà donné ton avis sur ce qui s'est dit en ondes à Radio X avec Marc Lacroix, puis tu t'es entendu avec lui, bon, Marc décide de fermer sa page Facebook, décide de ne plus faire de Twitter, décide de ne plus faire d'entrevues à la radio, ce qui était dommage, mais c'est l'entente qu'il y a eu avec le Collège des médecins. Dossier fermé. Il arrive un autre gars bourré d'étiquettes alentour de lui, Bolduc. Il dit non, moi, j'accepte pas ça, cette décision-là. Je veux qu'on ouvre ça et qu'on parte. Écoute, mon feeling, connaissant un peu comment ça marche, d'après moi, pour se défendre devant son propre collège des médecins, Marc doit être rendu à 100 000 $ d'avocat, mais c'est un activiste contre qui il fait affaire. Je sais qu'il y avait hier une audience, puis il y a quelque chose qui était supposé de sortir de là qui allait nous allumer bien les lumières sur Bolduc en question. Mais c'est ça, quand les gens voient, mais ils sont tellement pas organisés face au nouveau monde. Moi, toujours m'en rappeler, il y a de nombreuses années, j'ai eu une poursuite contre c'était le lendemain du 11 septembre. Il y avait une journaliste du Soleil que j'avais, et avec raison en passant, là, j'avais brassé un peu parce qu'elle disait que les Américains méritaient ce qui leur arrivait. C'était une journée après les attaques du World Trade Center. Puis je l'avais brassé un peu. Et j'avais donné son adresse email en ondes. Adresse qui était sous son nom dans le journal. Ben, tu quoi? Le juge m'a reproché d'avoir donné son adresse en ondes. Donc, souvent, ces organismes-là sont bizarres. Ouais, mais ça, c'est pas son adresse physique, là, son adresse courriel. Son adresse courriel qui était dans le journal. Mais ça, on parle à peu près de 2000. On parle de quoi? 2002, 2003. Là.
Bien, ça a tout évolué, ces affaires-là. Mais le CRTC, pareil, le CRTC recevait une tonne de plaintes avec des adresses inventées, puis ils considéraient ça que c'était des vraies plaintes. Ça leur a pris des années avant de trouver que, ben oui, gadon, c'est même pas du monde qui existe. Il a fallu qu'on envoie du monde dans les adresses qui étaient marquées dans les plaintes, qui étaient des plaintes inventées, pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de gens qui restaient là, que cette adresse-là n'existait même pas. Donc, mais ça leur a pris des années. C'est la même chose pour essayer de voir bien loin que le gars qui rentre là, c'est un activiste, puis c'est un gars qui a un agenda. Il me reste quelques minutes, Yann. Je vais te parler. On est là-dedans, on est dans les médias, puis les changements qui sont en train de s'effectuer. Et là, avec ce qu'on a vécu la semaine passée, il y a toute l'histoire là, des médias, justement, là, comme les médias sociaux, donc qui utilisent de plus en plus les médias eux-mêmes pour se faire connaître. On le fait nous autres mêmes. Il y a toujours le bout que je n'ai pas compris, parce que hier, Google a menacé, il n'a pas menacé, Google a dit, écoutez bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test avec 4-5% de nos utilisateurs quelque part au Canada, et on va à eux bloquer les nouvelles. Donc, si vous mettez des nouvelles, on va les bloquer, puis on va faire ce qu'il faut, parce que si jamais la loi, je pense que c'est C-18 ou quelque chose de même, passe, bien nous autres, c'est de même qu'on va fonctionner. Et là, tout bonnement, c'est sûr que c'était une patente de même qui allait arriver en passant, là. Et là, tout bonnement, là, les gens des médias disent « Mais non, mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de nous enlever. Là, vous allez laisser toute la place aux gens qui ont des nouvelles qui sont fausses, etc. Les vraies nouvelles, eux autres, ils ne sont pas là. Vous ne pouvez pas faire ça. » C'est quoi que... Moi, j'étais dans les médias toute ma vie, Yann. Mais ce bout-là, je ne le comprends pas. Je sais que tu es un gars plus brillant que moi. Il y a quelque chose là-dedans que tu dois comprendre que moi et les auditeurs, on ne comprenne pas, là. C'est du corporatisme à l'état pur, dans le sens que c'est un vol en plein jour que les médias ou les grands réseaux de médias essaient de faire. Ils essaient de voler en plein jour les revenus des gros réseaux sociaux et en bout de ligne, du même coup, essayer de nuire à leur nouvelle compétition qui est des très, 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 très petits joueurs canadiens ou québécois qui concurrencent ces médias-là maintenant. Tu sais, ce qui se passe avec les réseaux sociaux, avec la monétisation, ça fait pas une tonne d'années qu'on en parle, là. Les pirates sont plus habitués parce que tu as commencé en 2006 dans ton cas. Mais au Québec, là, la monétisation des réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on entend parler depuis à peine 3 ou 4 ans, gros maximum. C'est pas quelque chose que les gens sont familiers avec ça. Mais la monétisation des réseaux sociaux a permis la démocratisation de la compétition de ces médias-là. Tu sais, c'est quoi la différence entre occupation double et quelqu'un qui se filme en train d'essayer de creuser des filles, mettons, sur une chaîne YouTube? Et où la différence? C'est la même affaire, c'est le même type de produit. C'est toutes des affaires où est-ce que tu n'as pas besoin de cerveau pour écouter ça. C'est ça le but de ce type d'émission-là. Mais il n'est pas obligé d'être produit par un grand réseau de télé. Ça peut être fait maintenant par n'importe quel kidam avec une caméra moindrement bien setée. Donc, les médias, les grands médias essaient d'utiliser leurs bons amis du gouvernement pour protéger leur marché présentement. Donc, ils essaient, autrement dit, de voler les revenus des autres. Parce que la réalité, c'est la suivante. Quand tu arrives et tu produis un excellent clip de 3 minutes sur un sujet d'actualité, je ne mets pas de mauvaise foi, je vais dire qu'ils font du bon stock. Ton clip de 3 minutes, tu le mets sur ton site web. Ce clip-là, pour l'écouter, tu vas avoir 2 publicités de 30 secondes obligatoires souvent sur ces sites web-là. Fait que déjà là, ça fait décrocher pas mal de monde. Moi, 30 secondes obligatoires pour un clip de 3 minutes, je trouve que c'est de l'abus. Fait que je ne vais pas sur ces sites web-là. Mais il y a des gens qui y vont. OK, fair enough. Mais tu prends ton lien de ta page web, puis pour inciter les gens à venir voir ton vidéo, tu vas mettre un titre clickbait, tu vas mettre une image clickbait, tu vas mettre ça sur les réseaux sociaux en espérant que les gens cliquent, puis se tapent les 2 publicités obligatoires de 30 secondes que tu as avant la vidéo. Qu'ils regardent la vidéo ou pas, c'est pas important. C'est les 2 publicités de 30 secondes que tu veux qu'ils regardent. Ben, c'est des publicités que tu as vendues toi-même, puis tu n'as absolument pas partagé tes revenus avec Facebook ou Twitter quand tu fais quelque chose comme ça. La rétaliation, si on veut, de ces réseaux-là, c'est de pénaliser dans l'algorithme. Si tu fais juste partager des liens, même si tu as 500 000 personnes qui te suivent, tu n'auras pas vraiment de distribution sur les réseaux parce qu'ils disent « Hey, attends une minute, tu utilises ma plateforme pour garder les revenus juste pour toi. » Ça ne marche pas. Fait que l'algorithme traite ça de cette façon-là. Mais qu'est-ce qui empêche ces grands réseaux de télé-là de mettre le même clip vidéo, de le laisser sur leur site web, ils ont le droit de faire ça sur leur site web, et de prendre le même vidéo et de le mettre
sur YouTube, le mettre sur Facebook, directement hébergé par ces plateformes-là. À ce moment-là, là, Facebook puis YouTube, ils n'ont pas besoin du gouvernement pour les obliger à partager les revenus. Les processus existent déjà. Ils vont partager naturellement les revenus avec les annonceurs. Les processus sont déjà en place. La seule affaire qu'ils disent, c'est non. Si tu mets ton lien pour amener les gens sur ton site, j'ai pas d'affaire à te partager des revenus. Ben, c'est ça que je comprends. Mais c'est quoi qu'eux comprennent pas? Pourquoi on le comprend tous, sauf eux? Je pense qu'ils comprennent, mais ils sont assez confiants que leur copinage avec les politiciens est suffisant pour que le lobbying fonctionne et qu'éventuellement, ils soient capables de voler les géants américains. Et allez pas penser que les géants américains ne sont pas capables de répliquer. Là. Puis la vraie personne qui se fait voler dans cette histoire-là, là, c'est le consommateur en bout de ligne, si ça l'arrive. Parce que ces sites de nouvelles-là, ils vont être moins disponibles sur les réseaux sociaux, puis on n'ira pas les voir. Puis oui, ça va donner plus de place aux petits joueurs de concurrencer. Mais moi, je vois jamais rien de... Je suis quand même beaucoup sur le web. Je vois rien de Google qui me suggère des nouvelles. Je vois rien de... Non. J'ai Apple News sur mon téléphone qui le fait. Là. J'ai Flipboard qui le fait aussi sur mon téléphone encore. Sur Facebook, si je suis pas, je suis pas Journal de Québec, je suis pas TVA, j'ai pas ces affaires-là. Sur mon Facebook, j'ai pas ce genre de nouvelles-là. Je vois rien de ça. C'est quoi? Il y a une pause que je comprends toujours pas. Là. On dirait que c'est comme si Facebook vole une nouvelle qui est protégée par un paywall, le met sur Facebook. Nous autres, on le voit tout. C'est sa pub à Facebook qui joue. Je dis, mais non, mais c'est pas ça partout qui se passe. Ils peuvent déjà faire un paywall, by the way, le Journal de Montréal, le Journal de Québec sur Facebook. Tu es capable de demander un abonnement puis de partager des trucs juste à tes abonnés. À ce moment-là, ils pourraient avoir le texte intégral de leur journal pour être mis sur Facebook avec la photo de leur journaliste, puis il n'y aurait absolument aucun problème. Puis il y aurait un abonnement qui serait payé directement à sa plateforme. Tu sais quoi le problème? C'est qu'il y aurait une cote qui serait laissée à Facebook ou à Twitter ou à YouTube. Parce que si tu as des abonnements, tu laisses... YouTube, je pense que c'est comme 30% que tu laisses à YouTube. Facebook, pour l'instant, ils prennent pas de cote, mais on se doute que ça va être 30% éventuellement dans le futur de leur côté. Mais c'est toutes des choses que tu peux faire. Les setups existent déjà. Mais ils les utilisent pas. Ils les utilisent pas parce que s'ils les utilisaient, ils ne seraient pas capables de négocier avec le gouvernement des lois comme C-18. Mais la réalité, là, c'est que tout ce que ces réseaux-là demandent, Facebook, YouTube, Twitter, ils demandent juste une chose aux grands médias. Si tu veux monétiser tes choses sur mon site web, sur ma plateforme, go for it, mon homme. Mais mets-les sur ma plateforme. Exact. Ben oui. Mets-les pas sur ton site à toi. Mais je pense qu'on a affaire à une gang de politiciens qui ne comprennent pas trop comment ça se passe. Tu sais, je comprends ton point qu'ils savent un peu puis ils essaient juste de voler carrément des gens qui font beaucoup d'argent. Mais j'ai l'impression qu'il y a une gang d'idiots là-dedans aussi. Jerry, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est beau. Ouais. OK, je pensais que tu voulais... Hey, je sais qu'on va s'en reparler probablement lundi. Yann, il faut qu'on prenne quelques minutes lundi pour parler de Fitzgibbon. Le vrai ou le faux? Ouais, le vrai ou le faux? Le faux est très drôle. Ça, c'en est un que je connais pas, ça. Je sais pas qui est derrière ce compte-là. Je le sais, moi. En tout cas, toi, tu le sais, j'imagine. Donc, voilà. Je savais bien quelqu'un pas loin. Je t'ai texté tantôt. Je veux parler de ce qui a parlé de sa patente de chasse, puis ensuite, il a traité les médias de tabloïds de bas étage suite au reportage sur la madame qui était chez McKinsey. En tout cas, c'est peut-être un gars qui est rempli de conflits, mais c'est pas un gars qui a peur des médias, ça, on va se le dire. Là. On s'en parlera lundi. Bon week-end, mon ami Yann. Thank you. Merci d'avoir été là. Puis, si les gens veulent l'entendre, il est sur toutes les plateformes avec Frank. Également, si vous voulez le rejoindre pour des conseils financiers, allez sur votreconseiller.net. Mon nom est Jeff Fillion. Après, on a la gang de Fire Barnes. On s'en va faire notre recette et on est stand-by pour la boîte à pizza de Jerry. Yes. Jeff Fillion. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Ouais, on vient de faire 2 blocs assez intenses, donc c'est le temps de chiller un peu parce qu'on est à la fin de semaine. Et on va chiller dans les prochaines minutes avec les boys de Fire Barnes. Puis on va chiller aussi. Chill. Avec notre chum Jerry pour une boîte à pizza pour finir. Ah oui, c'est le temps. I guess. On fait notre recette
Fire Barnes, ici même sur Radio Pirate Live. La recette pirate Fire Barnes du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barnes. Les boys, P.O., ça va bien, P.O.? Ça va bien, P.O.? Ça va bien, P.O.? Ça va-tu, P.O.? On dirait que tu fais de la pression, P.O., là. Ouais. Est-ce que je suis rouge? Non, ça va. Non, t'as mais l'air d'un Ça aurait fait un bon podcast en mode tantôt, hein? très bon Et podcast. c'est bol. C'est là-dessus, peut-être, c'est là-dessus. Ouais. Frank est de bonne humeur. Hey, Frank, t'étais pas là la dernière fois, je suis content de te voir. Ben non, content de te voir aussi, Jeff. Yes. Les boys, à part ça, un peu de moutarde? Moutarde au nez? J'ai sorti une coupe de stats pour Jerry, parce que c'est un Le Jerry. baseball s'en vient, là. Ah ouais, hein? Oh oui, on a hâte, capital. Il s'est vendu de la moutarde en tabarnouche. Je sais pas si vous êtes conscient de ça. Je vous ai échangé un petit peu en texto toutes sortes de stats, là. Mais effectivement, on peut dire que Jerry, c'est un influenceur. L'influenceur de la C'est un moutarde. influenceur. Je suis un influenceur, qu'est-ce que je te dis? Définitivement. Le nombre de messages de clients, puis sérieusement, ça c'est tout en votre honneur. Là. Je suis surpris de voir comment que vous avez une audience aussi large. De Montréal à Gatineau, Ben oui. de partout au Québec, des clients qui nous ont écrit pour dire OK, Jerry, je pense que si vous me permettez, je vais en lire un qui vaut vraiment la peine, qui est un de nos clients dans la région de Montréal. Eux autres, qui ont plusieurs IGA. Il me dit exactement on serait bien heureux de vous faire un peu de place. J'ai entendu Jerry parler de votre moutarde. Disons que j'ai l'eau à la bouche. Ça, c'est le genre de texto que je recevais par des clients qui gèrent plusieurs IGA, etc. Mais partout au Québec, juste une coupe de stats, OK? Mettons, on a sorti la moutarde puis le ketchup l'année passée autour du mois de mars. Fait que j'ai fait des comparatifs du deuxième trimestre versus la semaine passée parce que l'année passée, à cette date-ci, on n'avait pas de moutarde. Plus 529% de ventes en ligne. Donc, ça, c'est juste en ligne. C'est pas les ventes en épicerie. En là. épicerie, c'est ça. 529% En ligne. Puis quand le deuxième trimestre, ça, c'est la période qu'on a sortie. Donc, on peut dire avril, mai, juin. Fait que je compare aux ventes En pleine période. en pleine période quand on a sorti la moutarde. Donc, 529% de croissance juste à cause que Jerry... Jerry l'aubergiste. Jerry l'aubergiste. C'est une phrase bien niaiseuse. Hein. Il est allé dire la moutarde baseball. Là. Ouais, il y en a partout de ça. Il y a plein de compagnies qui en font. La Friends, ça. les Mac Maison, les ci, les ça. Patati, patata. Non, mais, patati. mais celle-là là, de Firebird, il y a un ingrédient dedans. Tu peux me dire, P.O., mais Chris qu'elle est bonne. Juste ça, bang. On va te dire, là. Elle est bonne. C'est le vinaigre. Hey, j'ai réécouté le podcast, puis je riais. Mais j'écoutais plus celui que de la semaine suivante, de quand tu parlais qu'on avait eu une avalanche de commandes de moutarde. Là. Celle-là, ça m'a fait bien rire. Effectivement, t'as mis la bisbée dans la moutarde chez Firebird. Moi, quand j'aime quelque chose, je peux Rien pas... de fake. Ben, C'est juste là, la différence est là, c'est qu'on est bourré de gens fake partout dans les médias et un peu partout, même des médias sociaux, by the way. Et les gens aiment l'authenticité. C'est rien que ça. Là. Moi, j'aime... Tu sais, tu sais, quand tu manges des tapas, tu vas en Espagne, tu manges des tapas. Qu'est-ce que tu fais quand tu manges des tapas? Tu goûtes à plein d'affaires. Mais moi, je suis comme ça. Souvent, je vais manger plein d'affaires, je goûte à plein d'affaires, je goûte tout le temps. Moi, je goûte. Mais, en fait, compte, un cuisinier, c'est mon métier, cuisinier. Hein, c'est mon métier. Moi, quand je suis sorti du secondaire, je suis rentré à l'école de cuisine. Mais un cuisinier, ça goûte. On goûte la bouffe. Ben oui, si tu goûtes pas ta bouffe, là, t'es pas un cuisinier. Donc, moi, je suis un goûteux. Fait que quand, des fois, je mange avec quelqu'un, j'aime ça goûter. C'est pas mon plat, là. Je vais goûter juste un peu. J'aime ça goûter. Donc, je suis un goûteur. Je sais pas comment dire ça, là. mais quand tu goûtes beaucoup comme ça, à un moment donné, tu pognes un goût. C'est le goût, hein. Ils appellent ça umami à un moment donné. On peut dire, ça veut dire que quand tu as un goût en québécois, on va dire un goût de revenez-y. C'est un goût que tu peux pas oublier. Un goût que tu dis, hein, wow! T'sais, le goût de quelque chose. Puis ça peut être aussi simple. Tu peux pas avoir plus simple que de la moutarde. Non. Ah, clairement. C'est de la graine de moutarde avec des épices, avec du vinaigre, puis avec de l'eau.
C'est pas compliqué de la moutarde. Mais c'est le procédé qui est complexe. Et voilà. Et voilà. Donc, le procédé est des fois un petit ingrédient qui va changer toutes les choses. Qui va changer quelque chose. C'est pour ça que des fois, c'est des petits détails dans un produit simple. La moutarde baseball, là, c'est un produit simple. C'est pas de la moutarde de Meaux, c'est pas de la moutarde de Dijon. Les moutardes, il y en a plein. Il y a plein de sortes de moutardes. Puis vous en avez d'autres aussi, moutarde miel. Moutarde miel, exactement ça. Mais la moutarde baseball, c'est la moutarde de tous les jours. C'est la moutarde hot dog, jambon, la moutarde que tout le monde Sandwich, a, croton. Mais là, quand tu sais qu'une simple moutarde est 3 marches au-dessus des autres, ben moi, j'aime ça en parler. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment wow. Ta prochaine étape, c'est le ketchup. Le ketchup, ça c'est... Je t'en parlerai. T'as-tu envie de... Non, j'ai pas goûté encore. OK. J'ai pas goûté encore. La prochaine étape, c'est le ketchup parce que quand on l'a fait l'année passée, on a créé le ketchup, il y avait une consigne qui était très claire, c'est qu'on sortait pas ce ketchup-là si il était pas parfait. Donc, s'il goûtait pas, parce que sans nommer de nom, on est habitué à une marque. Oui, c'est depuis qu'on est jeune, à ce goût-là, c'est facile. Toi, tu voulais avoir le goût qu'on connaît, mais avec des ingrédients de meilleure qualité. On met du miel de Port-Neuf. Au lieu de mettre... C'est quoi le fameux c'est de la scrap miel. de miel. Ouais, c'est du sucre liquide, ouais. D'habitude, Ouais, c'est ça. Là. Ah, c'est ça. Glucose, de sucre Ouais, liquide. exact. C'est ça, du glucose. Ça, Ouais. c'est pour baisser des coûts. Mais tu sais, on a privilégié le miel, étant donné qu'on achète le miel d'une miellerie de Port-Neuf, ici dans le coin. Donc, c'est vraiment... Quand tu le goûtes, tu te dis, oh, OK, ça goûte cette compagnie-là mais à un autre niveau. Mais le processus, je ne veux pas rentrer dans vos affaires privées, là, mais le processus de décision du goût d'un produit, puisque vous autres, vous êtes dans le goût. Hein. On n'a pas le choix. Vous autres, votre business, c'est le goût. Goût, texture, goût, texture, odeur. Ouais. Qui décide, en fait, quand vous n'êtes pas juste vos deux, vous avez des goûteurs aussi, vous avez des gens, en fait, à un moment donné, vous êtes combien à goûter et à décider? Bon, on est beaucoup, je te dirais. On a des gens à l'interne, on a des gens à l'externe, des fois qu'on invite pour ce genre de truc-là, mais overall, c'est vraiment à l'interne. C'est vraiment notre équipe qui goûte. Puis souvent, on s'entend. Là. Des fois, non, puis on a plus de tests à faire, mais overall, là, c'est vraiment nous autres, là, l'équipe interne. On part d'une idée vraiment précise sur ce qu'on veut, puis après ça, on écoute les commentaires. C'est sûr que les goûts, ça se discute, là, on s'entend. Les goûts, ça se discute. Il faut vraiment rester dans l'entonnoir puis y aller vraiment décisionnel en fonction de où qu'on veut aller avec le produit. Sinon, tu peux facilement te perdre. Là. Tu peux te perdre facilement. La cayenne là, que t'aimes tant, Jeff, là, c'est l'ingrédient avec le moins d'ingrédients pour le créer. Puis ça a été le produit le plus tough à faire. Ouais. Oui, je suis certain de ça. C'est 100% sûr. On s'entendait pas, ça marchait pas. 5% de plus de sel faisait scraper où est-ce qu'on s'en allait. Fait que c'était la sauce la plus tough à créer. Il y a des saveurs qui sont plus difficiles pour certaines personnes, comme, je sais pas, le poudre d'ail. Ben, pour certaines personnes, ça va goûter tellement que tu vas juste sentir ça dans la recette. Pour d'autres, ça va passer plus easy. Donc, moi, la poudre d'oignon, là. Ouais. Moi, la misère avec ça. Moi, je la goûte. D'après moi, tu fais juste y penser. Puis tu vas la détecter tout de suite. Ah, c'est. Je suis pas un bon. S'il y a trop de poudre d'oignon, ben, ça n'en prend. Je suis pas bon dans la décision du produit. Personnellement. Hey, je regarde le temps passer, puis si on veut passer un peu de temps sur notre recette, c'est sûr que c'est Frank qui est le... En passant, Frank n'était pas là la dernière fois pour le Super Bowl, mais exact, PO qui a fait une maudite bonne job. Ben oui, absolument. Puis, écoute, 3 c'est recettes. sûr que là, je te regarde en ce moment avec ton chandail des Florida Gators. Je suis pas sûr que je devrais te permettre d'être en studio, mais tu es très chanceux que je sois pas là. Tu aurais été obligé de laisser ton chandail dehors. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, c'est... Non. Ma fille a manqué m'annoncer qu'elle s'en allait à l'Université de Floride. Oui. Et que j'aurais eu une fille à l'Université de Floride alors que moi, j'étais un you et que j'ai des années de marde et que j'ai très, très mal à mon cœur. Non, c'est... De toute la gang, là, j'en ai eu plusieurs, mais l'équipe que j'ai eu le plus... Les Gators de la Floride. C'est les Gators de Gainesville. Okay. Ben moi, j'ai mis ce chandail-là. Parce qu'il fait froid ici, énormément. Il s'enligne pour une fin de semaine de moins 30. Oui, c'est ça. Je me suis dit, pourquoi pas faire un petit clin d'œil à Jeff avec mon hoodie des Gators de la Floride. Et il se réchauffer avec une soupe. Et il se réchauffer avec une soupe taille. Exactement ça. Yes, une soupe taille Fire Barnes. On commence comment ça? Avec quoi? Exact. Fait que, on est tous... En tout cas, on est tous. Moi, je suis très fan de soupe taille. Vous autres, les boys, aimez-vous ça, la soupe taille? Oui, j'adore ça. Oui, j'adore ça.
Soupe repas en plus. Oui, soupe repas. C'est ce que je voulais faire, étant donné qu'il annonce vraiment froid, c'est de trouver une recette qui était vraiment dans le confort, vraiment quelque chose de pas trop compliqué à faire. Tu sais, je te dirais une quarantaine de minutes à peu près. Tout est fait, tout est réglé. Moi, je l'ai choisi au poulet, mais on pourrait y aller avec des crevettes, on pourrait y aller avec une autre protéine qu'on aime plus. Donc, c'est super facile. On va commencer avec une grande casserole, là, puis on va aller faire revenir le poulet, parce que moi, là-dedans, j'ai choisi celle au poulet. On peut prendre des poitrines de poulet régulières, puis juste aller les couper en dés ou quelque chose comme ça. Moi, dans ce recette-ci, j'ai pris style viande à fondue. Donc, ils sont coupés plus minces, sont tranchés plus minces. Donc, on va juste aller les revenir, là, les faire revenir dans la poêle. C'est une bonne idée, ça, le poulet de viande à fondue. Oui, je trouve que ça fait bien dans une soupe taille. Tu sais, des fois, bon, il y a des baguettes pas loin, fait que c'est plus facile à aller chercher, le poulet. Donc, on va juste aller le faire revenir, tout ça, dans la poêle avec un peu d'huile d'olive. Un coup que c'est cuit, on va retirer le poulet de la casserole. C'est là qu'on va aller mettre les oignons, les poivrons rouges, un peu de gingembre, on peut mettre de l'ail, toutes les recettes, là, puis toute la quantité. Je ne vous donne pas les quantités exactes, là, mais c'est ça. Oignons verts, poivrons rouges, gingembre. Puis on va aller mettre un petit peu de pâte de curry. Pâte de curry rouge. Je ne sais pas si vous connaissez le curry rouge, ouais, un peu spicy. Oui. Donc, on va aller brasser notre mélange comme ça. Puis là, après ça, on va aller ajouter du bouillon de poulet, du lait de coco, un peu de jus de lime. C'est là que le produit Fireburns qu'on parle aujourd'hui dans la recette, c'est la sriracha, parce que le mix est vraiment bien dans ce type de soupe-là. On pourrait, si on a une autre sauce qu'on aime plus piquante un peu, la Ghost, la Scorpion, la originale, toutes les sauces Fireburns, en fait, les sauces piquantes, la variété de sauces piquantes vont fonctionner dans cette recette-là. Donc, un coup que le bouillon est fait, là, ça va commencer à ressembler à une petite soupe. On va aller ajouter les vermicelles de riz. Fait que les pâtes, ils vont aller cuire vraiment dans le bouillon. On va rajouter notre poulet. Puis là, on va aller ajouter là, des petits... de la sauce poisson. On va aller ajouter... Moi, je mets un petit peu de sirop d'érable pour amener un petit côté sucré dedans. Puis on peut l'ajouter. Hein, là, ça va être piquant pour certains, moins pour d'autres. Donc, c'est vraiment d'ajouter. Là. Moi, j'ai mis 3-4 gouttes de sauce sriracha, mais ça peut être plus que ça. Moi, personnellement, j'en mets plus parce qu'une soupe taille, j'aime ça quand c'est bien chaud, bien relevé. Puis après ça, on va servir ça avec des quartiers de lime, de la coriandre. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y a comme une petite bataille sur la coriandre. Il y a une bataille sur la coriandre. Ça, c'est incroyable. Moi, je ne suis pas coriandre, mais dans la famille, on est 50-50. Oui. C'est deux maniaques de coriandre contre deux qui trouvent que ça vole tout le goût. Il y en a pour qui ça goûte le savon. C'est ce que j'ai entendu. Oui, moi, ça goûte le savon. Les gens qui n'aiment pas ça. Ouais, toi? Oui. Moi, j'adore ça. Moi, de la coriandre, j'en mets dans les plats mexicains beaucoup, mais dans les plats asiatiques, j'en mets énormément aussi. Puis, ceux qui aiment la coriandre. Souvent, que dans les soupes taille, tu peux mettre dans ta cuisson des bâtons de cannelle. Oui. Mais moi, je mets de l'épice caraïbe parce que dans la Caraïbe, il y a beaucoup de cannelle, donc ça donne un meilleur goût pour moi. Oui, exact. Et aussi, je prends du haut de cuisse au lieu de prendre des poitrines de poulet. Donc, plus gras. Je trouve que c'est ça, le goût il est meilleur dans la soupe taille. Ouais, j'achète ça. On peut la faire vraiment à notre façon. Il y a des choses qu'on aime moins, on en met moins. Des choses qu'on aime plus, on en met plus. C'est ça le but d'avoir une recette. Puis quand tu cuisines, de goûter justement, puis d'aller l'assaisonner comme tu veux. Je pense que c'est ça la beauté de la cuisine. Là. Tout le monde peut arriver à sa propre recette de cette version-là. Là. Moi, j'ai envie de l'essayer, mais avec du poisson. Oui, ça doit être très bon avec du poisson aussi. Mais au début, passer le poisson un petit peu à l'huile, juste pour... Puis après ça, le défaire en petits morceaux, puis attendre juste à la fin pour l'embarquer. Avant de le mettre. Là, dans le bouillon très chaud, il va finir de cuire là, puis ça bing. Comme si on avec la même recette que ça, mais avec comme si on le fait avec des crevettes aussi, le temps de cuisson, on va changer un petit peu. Les crevettes, on va aller les amener plus à la fin pour vraiment pas les avoir caoutchouteuses, mais Parce que les vermicelles de riz, c'est bon, tabac. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Ça prend le goût, hein. En fait, c'est pas très goûteux, fait que ça va aller prendre le goût de ton bouillon. Exactement. C'est ça qui est cool. Ouais. Wow! Donc, recette, comme tu dis, recette d'hiver. Ben, on mange des soupes taille n'importe quand, parce que les autres, dans le coin, ils mangent ça quand il fait chaud. Le matin, même, aussi. des fois. Là. Mais, c'est ça, exact. Mais là, avec le week-end fret en plus, ça, c'est une recette idéale, là, pas, là. Ouais, écoute. Ça, c'est comfort food. Ouais. Direct. C'est vraiment dans le top du comfort food. À moins 30, là,
Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux l'adapter à toi, comme Frank disait. Oui, exact. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de jeux. Tu as beaucoup de place pour improviser là-dedans. Oui, puis c'est bon, là, quand même. Il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de... C'est vraiment bien à faire, moi. C'est une de mes recettes préférées là, quand il commence à faire froid un peu. Avez-vous remarqué, j'en parle avec... je l'ai parlé cette semaine, mais je l'ai parlé avec Jerry, puis on en parle même des fois en dehors des ondes. C'est donc bien rendu fou, l'histoire des recettes sur TikTok, puis les Reels qu'il y a dans Facebook, Instagram. J'aimerais savoir les stats de ce qui est regardé. Oui, je comprends qu'il y a des affaires, il y a des gars qui veulent regarder des filles qui se montent les boules un peu, là. Puis il y a beaucoup de... Mais mon feeling, c'est que la bouffe, c'est probablement ce qui est plus vu sur ces genres de petits films-là. Je rêve-tu? Non, moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est sûr que ça s'en va vers là. Puis probablement que les livres de recettes, il y en a encore, mais il me semble qu'on en voit moins les livres vraiment papier. Moi, ils ont mangé une maudite claque. Ouais. Ouais. Les gens veulent avoir des idées. Puis comme tu as dit tantôt, la recette, tu peux la modifier une petite affaire. C'est-à-dire, tu peux enlever quelques petites affaires, rajouter quelques petites affaires. Mais en réalité, le monde veut des idées. Ils veulent des idées de bouffe parce que des fois, ils veulent papoter, puis là, ils n'ont pas d'idées. Ça revient toujours un peu au même. Là, puis, là comme je vois ici, là, ta recette de poulet au beurre. Oui. Poulet au beurre, c'est-tu bon? C'est tellement bon. Même chose aussi. C'est assez réconfortant. C'est assez piquant. Puis je l'avais fait. Je l'ai fait piquanté, ça? Oui, avec la Scorpion. Encore une fois, c'est de bien ajuster. On peut aller mettre 3-4 gouttes, puis ça va être super bien, ça va bien épicer. Mais on peut aller en mettre 2 cuillères à soupe, puis ça va être vraiment extrême pour ceux qui aiment ça plus extrême puis plus épicé. Ça, c'est une nouvelle recette? Oui, c'est une nouvelle recette qui est sortie. On en lance pas à toutes les semaines. Tant qu'à en parler, c'est quoi le principe? Vas-y donc. Du poulet au beurre? Ouais. Écoute, on va aller mettre du poulet. C'est comme une sauce tomate ça va en 2 étapes. Tu vas aller couper du poulet en dés avec du yogourt nature. Yogourt, exactement. Puis on va aller mettre des épices indiennes, le garam masala. Exactement. Je trouve être, moi, j'adore cette épice-là. Moi, les épices indiennes, le curry, tout ça, j'adore ça. Je trouve ça tellement bon. Fait que tu vas aller mélanger ton poulet dans un cul de poule avec ça. Avec le yogourt, les épices, le poulet. Puis tu vas le fermer, puis tu vas aller le mettre au frigo pendant, je te dirais, 2 à 24 heures, mettons. Minimum 2 heures. C'est une marinade. C'est une marinade, exact. Après ça, dans une casserole, là, tu vas avoir des tomates en dés, tu vas avoir des oignons, tu vas aller rajouter des épices. Puis ça, tu vas aller, un coup que tu vas le faire cuire à peu près une dizaine de minutes, tu vas aller le faire broyer après ça, soit avec un pied mélangeur ou directement dans un robot culinaire. Ça va te donner une espèce de sauce. Puis de ça, tu vas aller ajouter de la crème. Oui. Puis excuse-moi, puis je ne l'ai pas dit, mais ton poulet, moi, je l'ai fait cuire sur une plaque de cuisson avec un papier parchemin. Un coup que mon poulet il a été mariné avec le yogourt, puis il est cuit pendant entre 10 et 15 minutes à broye au four. Fait qu'il est comme un peu, il devient un peu crispy, un petit peu noir. Puis après ça, je vais aller remettre mon poulet avec la sauce. Puis là, il va cuire un petit peu avec la sauce. Fait que la sauce, ça va devenir vraiment avec ces goûts-là un peu indiens. Puis ça, tu sers ça avec du riz, puis avec des pains nan. Pour moi, là, c'est vraiment... c'est réconfortant aussi. Là. On est vraiment dans cette période-là. Puis la sauce Scorpion qu'on met, nous autres, on en met... Moi, je n'ai mis 3 à 4 gouttes parce que c'est assez. Là. C'est assez pour... un chaudron complet, là, c'est assez pour l'épicer. Il faut y aller. Faut y aller, ouais, c'est ça, graduel. Là. Mais on peut commencer avec 2, puis éventuellement se rendre à 7. C'est ça mon fiston mange très, très... Il peut monter. Là. Il aime ça, justement, ces plats-là, des plats un peu exotiques, on va dire, de même. Là. Épicé, lui, il adore ça. Donc, lui, des fois, il craint un peu. Là, ben oui, c'est ça. Puis c'est un peu cette sensation-là aussi que tu veux. Puis le spicy se marie tellement bien, justement, avec le garam masala, puis les épices indiennes, puis cette espèce d'odeur-là. Les Indiens mangent très épicé. Énormément épicé, oui. Hey, thank you, boys. Je sais que vous avez une grosse journée. Je regarde la face à PO. Là. PO, il est dû pour parler à du monde au téléphone. Il est dû pour embarquer sur son téléphone. Il est dû pour... Surtout que là-bas, il est rendu 6 heures sur l'heure du souper. Mais ça OK, donc en France, d'après moi, en France, on sont ces terrasses ou dans un genre de café en train de prendre un apéro. Ah ouais, ça sont souvent de l'apéro depuis plus tôt. Là. Mais bon, écoute, ça bonne chance, les boys. Je sais que c'est pas facile de faire des affaires. Ça va se régler. Regarde, là, je sais pas. Thank you, man, pour la recette Fire Barn. La prochaine fois qu'on se parle, il va faire beau. Ah oui. Ah ouais. Non, mais il va faire un peu plus chaud dans un mois, j'imagine.
Oui, dans un mois. C'est encore l'hiver, mais... Ça va être difficile d'être les journées plus vont être dans plus un longues. Dans un mois, il va être quasiment début avril. Ben, il va être quasiment début avril. Mais une des affaires de. En tout cas, enlever la météo, c'est la lumière. Moi, je trouve qu'à ce temps-là de l'année, avril, la lumière qu'on a chez nous, c'est extraordinaire. Tu peux pas ouvrir les fenêtres souvent, mais au moins, tu as la lumière. Il y a la lumière. Ouais, c'est positif. Puis Ouais. on va pouvoir parler de produits d'été, de mise en marché dans les supermarchés. Puis, tu sais, moi, j'écoute souvent vos podcasts, là, puis souvent, vous parlez d'augmentation de prix, puis ça n'a plus de bon sens, puis blablabla. Mais nous autres, cette année, pas d'augmentation de prix dans les produits d'été. On y va avec les prix de l'année passée. On arrive avec de quoi de gros aussi pour nos supermarchés. Fait que je vous mets de l'eau à la bouche pour le prochain podcast. Oh, une surprise. Super. Là. Yes, sir. Super, thank you, PO. Merci, Frank, de la belle... En fait, on a eu deux recettes. Deux Une recettes. en bonus grâce à notre ami, celui qui a fouillé un peu puis qui est gourmand. Le notre master chum Jerry. gourmand. En plus, Les il est gourmands. pas loin de midi, fait que tu dois avoir faim. là. En ce moment, j'ai très, très faim. J'ai très faim. Parce qu'habituellement, on vient plus tôt, puis là, il est presque à midi. On parle de bouffe. Jerry, là. Le goûteux, il goûte pas présentement. Il faut que je goûte à quelque chose. Là. Ça prend de la bouffe. Ça prend de quoi? Hein? Thank you, boys. Les gars de Fire Barn, c'est besoin d'eux autres, allez sur le site direct ou encore dans les métros. Je pense que c'est pas mal là qu'il y en a IGA, beaucoup dans les métro, GA Maxi, également. Mais blablabla. je trouve que le nombre de produits, de SKU, comme eux autres parlent, il y en a beaucoup chez Métro, mais effectivement chez IGA également. Merci aux boys de Fire Barns. La recette pirate Fire Barns du mois. Avec PO et Frank de Fire Barns. Après, c'est la boîte avec notre ami Jerry. La boîte à pids du boîte à week-end. pids. Worldwide. Radiopirate.com. Next. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh. 100%. 100% pirate. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. La boîte. Pizza, pizza. Yes. Je le fasse en même temps que l'autre, monsieur. La boîte à pizza. Et voici Jerry. 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 Je t'écoutais parler tantôt avec Yann, puis toute l'histoire des médias, puis tu sais, veut dire, puis tu m'as un peu surpris de toute l'histoire. Tu disais, dans 5 ans, il va y avoir énormément de changements dans les médias, puis tout ça. Reculer 5 ans en arrière. Oui. Mais quand on y pense, tu sais, cette semaine, on l'a su que le talk show, ça s'appelle La Tour. Oui. On appelle ça La Tour. Ça, je connais pas ça. Ça, c'était le show de Patrick Huard au début. Puis après ça, Huard est parti, puis ils ont donné le show à Gildor Roy. Mm-hmm. Puis là, ils ont annoncé que La Tour, c'était terminé. Goodbye. C'est où ça, La Tour? C'est à TVA. OK. Mais quand on... Ah non, la TVA ne restera plus rien. On met un peu, là. Elle est là, l'histoire. Quand tu penses... Puis c'est drôle parce que c'est ma blonde qui m'a allumé là-dessus. Ma blonde a dit, hein? Puis elle a vu ça passer sur, je sais pas trop, quelque part. Je pense qu'elle a vu ça passer sur Facebook. Ah, gadon. Gadon. Ma blonde, elle me dit, c'est incroyable pareil. Elle dit, Gildor Roy perd son show. Quand tu penses à ça, là, Gildor Roy, là, tout le monde aime Gildor Roy. C'est vrai, tu sais, c'est un gars aimé par tout le monde. C'est un gars qui allait faire des shows de country dans des petits villages. Tu sais, c'est un gars qui est connu. Gildor Roy, c'est un gars très connu. Tout le monde aime Gildor. Et même Gildor perd son show. Quand tu penses à ça, là, c'est fou. Là. Quelle époque incroyable, pareil. Hein? C'est spécial. Hey, il faut que je vous parle de quelque chose. Vous autres, vous êtes des fans de Air Fryer? Canada, États-Unis et Mexico. Mais le message est pour Mr. White. Et beaucoup, beaucoup de monde. Il y a un recall sur des Air Fryers. Oui. 2 millions de Air Fryers en recall. Surtout que ça sorte que j'ai. Là. La marque Cosori.
Est-ce que c'est la marque qui est vendue chez Costco ou c'est la marque chez Walmart? C'est quoi cette marque-là? Moi, je l'ai pris sur Amazon. Non, je pense pas que... Je sais pas. OK, c'est sur Amazon. Ouais, j'ai pris sur Amazon. Mais c'est 2 500 000 unités aux États, 250 000 au Canada et 21 000 au Mexique. Donc, ça, c'est juste une marque, là. Imaginez-vous combien il y a de air fryer dans les maisons à travers l'Amérique du Nord. Voilà. Puis c'est pas un recall juste pour dire un recall. Puis non, c'est un vrai recall. Ça a l'air qu'elle peut pogner en feu. Oui, elle pogner en feu. Surchauffe. Vraiment, là, ça peut être un problème majeur. Ça peut crisser le feu, Christ, dans la maison. Je veux dire, c'est... Donc, pour se renseigner, puisqu'il y a 2 formats, je pense, de Cosori, puis il y a plusieurs modèles. Là, oui. T'imagines-tu comment ça peut coûter cher? Ça peut mettre la compagnie à terre. Je suis allé voir sur le web un matin, puis il y avait 21 modèles de Cosori. Tu sais, 21 modèles différents de Cosori. Ils ont l'air à dire que c'est tous les modèles, hein? Ils ont l'air à dire que c'est tous les modèles. Oui, ça a l'air à tous les modèles. Puis les modèles, ils ont comme 2 formats. Donc, c'est les 2 formats aussi. Là, c'est le plus petit format, le plus gros format, là, 5 quelques litres, pas d'autre chose. Donc, c'est Recall. Est-ce qu'on sait combien il y a eu d'incidents pour qu'ils le fassent? Parce que c'est ça qui est un peu fréquent. Il y a eu 205 rapports de danger officiels. Il me semble une quarantaine au Canada, si je ne me trompe pas. Au total, 205. OK, donc il y a un problème. Là. Il y a un problème, c'est le feu poigné. À un moment donné, ça chauffe. Puis ça, l'histoire, c'est que cet appareil-là, qui est extraordinaire, bien, souvent, tu vas mettre quelque chose dans le air fryer puis tu vas faire d'autres choses. Tu vas prendre ta douche pendant ce temps-là. Oui, parce qu'en fait, tu dis, le côté pratique du air fryer, tu n'es pas assis à côté en train de le regarder. Là, j'ai hâte de voir parce que si moi, mon modèle il est en cause, bien là, il va falloir que... Là, je vais leur renvoyer, mais ils vont m'en renvoyer un. J'ai hâte de voir le délai de ça. Oui, il faut être sur recall.cosori.com. Ah, j'ai tout fait ça. Ah, tu l'as fait? Ben oui. OK, parfait. Donc, il faut que tu t'occupes de ça. Il faut que je coupe le fil. Il faut que je fasse un cord cutting sur la machine. Ouais. Oui, je ne sais pas pourquoi. Là. Il faut que je fasse un cord cutting. Je ne sais pas pourquoi. Non, parce qu'ils ne veulent pas que tu leur branches. Oui, c'est ça. Non, ils ne veulent pas que tu leur branches. Ils ne veulent pas que tu te fasses des ailes à soir. C'est sûr que si tu es à côté et tu le surveilles, puis tu te fais des ailes à soir, tu vois que c'est bizarre, t'arrêtes tout ça. Là. Pas ce que je comprends. Ben, y a des machines. Ils vont pas prendre ta douche pendant que tu fais des ailes. Ouais, mais c'est pas toutes les cosseries, même les cosseries en cause qui vont pogner en feu non plus. Non, c'est ça. Exactement. Sauf que c'est plate de savoir ça. Non, c'est très plate. Hey, on parle des affaires aussi des... Je veux juste te dire qu'il y a une facture qui vient de rentrer de Not Sure, qui est un personnage sur Twitter qui aime mettre ça. Il aime mettre ses billes de resto. C'est un de vos restaurants préférés pour le poulet. Il s'appelle Benny. Ce midi, donc 11h50, poutine blanche. Donc, ça veut dire quoi? Poutine avec poulet blanc? Oui, poutine avec poulet blanc, exactement. 16,55 quand même. Un club avec poulet brun, 13,50. Et 2 liqueurs Fontaine, des liqueurs à Saint-Saëns, revient à 5 $. Total, 40 et 30. Hein? Ça ne peut pas marcher, là. Non. Ça, c'est trop, non. J'en ai un autre, moi. Ah oui? Oui. Ça, j'aime ça. J'aime tellement ça, les factures. Une crème de poulet. Ah oui. Une crème de poulet. T'as pas 3 litres de crème de poulet. T'as un petit bol de crème de poulet. Crème de poulet, le repas du midi, là. Une crème de poulet, une Bud Light, 20 onces quand même, et un wrap au poulet, un peu de frites, salade de choux. Un wrap. Normalement, le wrap, c'est pas le repas le plus élaboré, dans le sens que normalement, c'est l'affaire la moins chère sur le menu. Oui, c'est un item qui n'est pas trop dispendieux. Donc, les 3 items ensemble, parce que le wrap est à 22, les trois items ensemble, c'est 38 et 45. OK, parfait. 38,45. Plus TPS et TVQ. Combien? 44. La taxe, ça fait mal. Hein? 44 et 21. OK. 44 et 21. Ça, c'est ta facture. Bon. Là, je vais donner 15 % de taxe. Mais je vais calculer ma taxe sur le 38, pas sur le 44. C'est normal. On calcule la taxe sur le produit en tant que tel. Pas la taxe, mais je veux dire, le pourboire sur ta facture. Pas le pourboire, c'est les taxes. Donc, je donne... Ouais, ben, les machines le font, eux autres. Non, je comprends. Mais, quand ils se suggèrent un pourcentage, les machines
additionne les taxes sur le montant, ce qu'il ne devrait pas faire. Là. C'est ce qu'il ne devrait pas faire. Je suis 100% d'accord avec toi, Jeff. Et moi, je vais jouer le jeu. Je donne le 15% sur le 38 et 45. Donc, ça me fait 5 et 76 de type. Le total, ça fait combien? 50. Arrête, un rap. C'est 50. C'est 50 $, une crème de poulet, une Bud Light, puis un wrap. Ah. C'est ça le total. Sais-tu quoi? Pour moi, c'est même pas un repas. J'ai même pas assez mangé après ça. Là. Moi, j'ai pas assez mangé. Là. Mais t'as des frites. Ah oui. Puis t'as une petite salade de choux. Puis t'as un wrap. J'espère qu'il y a du stock dans le wrap. Là. J'espère qu'il est chubby un peu. Toi, tu l'as déjà dit. Oui. Que tu commençais à freaker un peu à la fin sur le prix que tu devais changer. Garanti. Ça fait partie de la décision d'arrêter. Ça fait quelques années de ça. Là, on est rendu way out là, par rapport à ça. Est-ce que tu penses que les restaurateurs commencent à avoir honte des prix qu'ils mettent au menu? Moi, je pense que oui. Ils mettent un prix sur le menu. C'est drôle, hein, parce que tu mets un prix sur le menu puis tu te demandes... Tu sais, quand tu décides, tu parles de ça, t'es restaurateur, là. Le restaurateur, il parle de ça avec sa femme le soir. Là. On parle, moi, il faut que je monte les prix, telle affaire. À un moment donné, il regarde, là, il refait sa carte, il pense à ça. Ouais, on fait tout ça, puis là, on monte les prix pour telle affaire. Ouais, on le fait dessus. À un moment donné, ta femme te dit, elle dit, ouais, j'aurais même pas les moyens d'aller manger dans notre restaurant. C'est ça. Hein? En réalité, c'est ça. Tu es propriétaire du restaurant, puis toi-même, tu pourrais quasiment... Tu dis, ce restaurant-là, il est extraordinaire. Oui, c'est mon restaurant. J'espère qu'il est extraordinaire. Mais je pourrais même pas aller manger dedans. Je pourrais aller manger dedans une fois par 3 mois, pas ce qu'on comprend, ou 2 mois. Mais je peux pas y aller toutes les semaines. Dans mon propre restaurant. Non, c'est capoté, là. C'est capoté. Puis à un moment donné, les prix... Tu sais, les prix, c'est pas si pire que ça. Regarde, on l'a l'exemple, Jeff, avec le centre du rasoir. Les boutiques, là. Une vingtaine de boutiques. Les boutiques. Ouais, mais le centre du rasoir, il donne du service. Tu sais, quand je sais bien, mais c'est des boutiques qui avaient l'air à des boutiques des années 80. Non, mais... C'est sûr que les autres, ils payent. Contre le web, là, tu me l'aurais dit il y a 5 ans, je disais, les autres, ils ne passeront jamais. Là. Je sais, Jeff. C'est sûr que quand tu rentres dans une boutique... Quand tu rentres dans une boutique... Quand tu rentres dans une boutique de rasoir... ce que tu as à vendre, c'est des rasoirs. C'est pas... c'est pas le gros party. Là. Quand tu rentres là, tu te dis, hey, wow! Ben non, c'est des rasoirs. Des rasoirs puis des petits appareils. Là. Mais les autres, ils faisaient leur. Eux autres, la game, c'était le service, nettoyer le rasoir, des bébelles de même. Là. Oh, oui, c'est ça. Couper, affiler des couteaux, puis des patentes de même. Puis là, la face, c'est qu'ils se ramassent, eux autres, des loyers trop chers. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Loyer trop cher. Puis, il y avait 3 millions de dettes, là, quand même. Il y a 90 fournisseurs qui n'étaient pas payés, 3 millions de dettes. Mais c'est les loyers. 200 000 $ de loyer par mois. Pour les boutiques. Bonjour. Bonjour. C'est 20 boutiques, là. C'est capoté, ça, là. Et j'ai vu un message passer. Je peux pas le vérifier, là. Mais je pourrais fouiner un peu pour le trouver. Quelqu'un s'est acheté un rasoir haut de gamme. Tu sais, un rasoir haut de gamme, c'est pas la bébelle à 40$, là. Pour ce qu'on comprend, c'est un rasoir haut de gamme, un Brown, mettons, une marque comme ça, mais avec un vrai kit. C'est un vrai kit de rasoir. Professionnel. Professionnel, quelqu'un qui se fait à la barbe, une vraie patente. Là. Donc, on s'entend-tu que c'est un item qui doit... Tu es dans le 250. Là. Tu tournes autour de ça, peut-être. Là. C'est quelque chose de hot. Là. Mais la différence entre le centre du rasoir et le web, parenthèse, Amazon, c'est 80 $ canadiens sur le produit. 80$. De moins cher? De moins cher. Donc, tu ne peux pas compétitionner. Tu ne peux pas compétitionner. Le 80$, c'est pourquoi, Jeff? Ben, c'est en partie pour payer le loyer trop cher. Ben, à un moment donné, ça ne fait plus. À un moment donné, ça ne fait plus. Parce que si je suis au même prix, puis je dis, mais mon Brown, là,
Le gars me donne un service, tu sais. Viens me voir après 3 mois, je vais le passer, il y a comme une petite machine. Il dit, je vais te le nettoyer, Oui. Puis, tu sais, je vais avoir un entretien dessus. Exact. Au même prix, je vais aller au centre du rasoir, mais pas à 80$. Ben oui. Ça c'est sûr. Hey. Écoute, tiens, t'as qu'à être là-dedans. Tu m'as envoyé ce matin un genre de construction à Toronto d'un condo de 335 pieds carrés. 331 pieds carrés. Mais regarde, la grosseur du studio où ce que tu es présentement, mon feeling, c'est que c'est à peu près ça, 330. On est peut-être plus à 330, 350, mais le studio que tu es là, assis avec Mr. White, c'est à peu près ça, si tu veux savoir la grandeur. Oui. Un petit garage. Un petit garage. Un garage, il n'y a qu'une porte, mettre un char, puis un frigidaire, une tondeuse. C'est quand on dit studio, là, c'est que ton lit est dans le salon. Vous entendez-tu? Oh, oui, un studio, ton lit dans la cuisine. C'est ça, un studio. Là. Souvent, ces affaires-là, le lit est au plafond ou dans le mur. Oui. Il descend quand il est au plafond, là, les nouveaux gadgets qu'il y a, ou encore c'est dans le mur. Là, je ne me rappelle jamais le nom du principe, là, mais ça devient... le divan est à côté dessus, puis quand tu le baisses, c'est par-dessus le divan, puis ça vient comme ton lit. Tu n'as pas le choix. Combien? 642 000. Ouais, hein? Il n'est pas bossé encore. D'une tour à Toronto. Et il s'est bien marqué que tu n'as pas de balcon. Là. C'est des tours très, très hautes. Là. Je ne sais pas combien d'étages, mais tu n'as pas de balcon. Après moi, tu n'as même pas une poignée pour ouvrir la fenêtre. Ça se peut que les fenêtres ouvrent même pas. Là. 331 pieds carrés, 642 000 $. Wow! Tabarnache. Là, ils bâtissent la tour. On s'entend-tu que c'est un condo, c'est un studio neuf? Neuf veut dire plus taxes? Voyons. Personne ne peut acheter ça, là. Personne ne peut acheter ça. Écoute, je pense qu'on rendu. Écoute, nos coûts de construction sont beaucoup trop élevés. Ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'il va falloir qu'il soit revu. Ça ne marche pas, là. C'est des tout petites maisons avec un terrain rendu à 500 000, neuf. Puis là, rajoute les taxes là-dessus, là. Donc, tu as 75 000 $ de taxes que tu vas aller financer à la banque pour donner au gouvernement qui, lui, va le donner à toutes sortes de monde. Quand même assez spécial, là, pense à ça. Écoute, il y a des affaires très bizarres. Et ça brasse. Tu sais, veut pas à cause de ça. Il y a un méchant nettoyage qui est en train de se faire. Un des plus gros groupes immobiliers. On savait que la gang là, de l'ancien chum de madame, là, à Montréal, Sélection, je pense. Oui, le groupe Sélection. Le groupe Sélection, eux autres, sont dans le trouble. Il y a le bonhomme essaie de récupérer ça. Je pense qu'il va avoir beaucoup de misère. Mais dans la région de Québec, un des plus gros groupes immobiliers serait carrément en faillite. La compagnie de construction qui bâtit leurs affaires, lui, c'est comme des gens qui faisaient des tours à condos, soit loués ou encore vendus, remplissaient ça, vendaient ça à des groupes qui avaient des fonds de pension, etc., etc., etc. Donc, méga gros. Là, ce qu'on aurait comme information, c'est que ce serait une restructuration majeure, mais on est aux portes de la faillite, là. Donc, il y aura beaucoup, parce qu'on a abusé énormément. On a abusé dans les prix, on a abusé dans tout. Et quand il y a de l'abus, la fin n'est jamais belle. La fin n'est jamais belle. Est-ce que ce groupe-là, c'est un groupe qui était dans plusieurs domaines aussi, la restauration ou différentes choses? La restauration, la santé, beaucoup de choses. Là, des affaires qui volent dans les airs. On dirait un genre de petit conglomérat, tu sais, qui est dans plusieurs domaines. Mais c'est pas seulement que le côté immobilier qui est en problème. Je pense que de ce que je comprends, ce serait le groupe au complet. Le groupe au complet, c'est ça. Un gars qui peut acheter le condo à Toronto. Ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont... Parce que ces gens-là, souvent, vont aller emprunter de prêteurs, on va appeler ça des prêteurs professionnels locaux, qui vont servir de bridge entre le début d'un projet et le financement par une banque. Oui. Donc, c'est des projets majeurs, c'est des grosses affaires. Donc, on parle de centaines de millions de dollars pour tel nombre de projets, etc. C'est pas des petites affaires, là. Mais là-dedans, il y a des gars qui mettent du cash, là. Il y a des gars riches qui mettent du cash pour aider. S'ils ne sont pas là, les projets ne lèvent pas, là. Donc, il y a un certain stress pour ces gars-là. Et de ce que je comprends, il y a 2 gars très connus et très, très riches de la région de Québec qui sont très nerveux de voir leur argent qu'ils ont prêté disparaître. Qui peut représenter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de ce qu'il y avait dans leur poche pour leurs vieux jours. Donc, c'est des drames.
Écoute, on est dans un... Mais je vous le dis, moi, je trouve ça triste, puis c'est pas des gens que... Ben, j'ai des gens là-dedans que je connais. Il y en a un que je connais personnellement, les autres, je ne connais pas personnellement, je connais de réputation, sauf que personne ne se réjouit de ça. On n'a pas personne gagne quand des joueurs majeurs tombent, mais ça ne peut pas faire autrement, parce que toute la roue au complet a abusé du bon monde. Mais cette spirale-là, des fois, j'essaie de comprendre. Cette spirale-là des prix, OK, cette espèce d'inflation-là, puis cette spirale toujours, là, c'est pas juste. Je ne peux pas croire, Jeff, que c'est juste en montant un taux d'intérêt. Tu dis, on va essayer de freiner à patente, freiner avec les taux d'intérêt. Tu sais, dire, ils ont monté les taux d'intérêt. Ben, il faut pointer les raisons. La salade est rendue chère pareil. Pas se comprendre la patente. Là. À un moment donné, tu dis, là, je veux comme breaker ça, mais tu veux breaker ça, mais le gars, il perd sa maison. Mettons, on suppose. Là. Le gars perd sa maison, mais l'appartement est à 1800$ par mois. Là. Pas se comprendre? Tu sais, tout est cher. C'est que la solution d'hier à la complexité d'aujourd'hui ne peut pas fonctionner. On le voit là, on est dans une forme de récession et de stress économique et vraiment, c'est jamais vu la manière que ça a été fait. Puis c'est différentes affaires. Là. C'est pas une chose. Oui, il y a ce qui a parti ça, c'est la COVID. Et la crise de mauvaise idée de nous avoir embarré des maisons puis fermer les entreprises et d'imprimer du cash pour pas que le monde fasse une révolution dans les rues parce qu'ils ont faim. Okay? Donc, on a imprimé le même montant d'argent qu'on avait en dette depuis 50 ans, en l'espace de 2 ans. Ça, à la base, ça, c'est le point numéro 1. Et ça, là, c'était... Et tout le monde, en tout cas, certains le disaient, d'autres ne voulaient pas le voir. Mais ça, c'est sûr que ça allait créer un désastre. On a voulu essayer d'arranger quelque chose. On a voulu créer quelque chose qui allait... tout le monde est à la maison, se fait du pain, tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde prend de la bière le soir à 5 heures, ça se parle par Zoom, etc. Mais non, on savait que ça allait mal finir. On était sûr de ça. On vous l'a dit. Si vous ne nous croyez pas là, allez écouter nos podcasts de 2020, mai 2020, on le disait là. Et par après, il y a toutes sortes de choses aussi. Là. Toutes nos lois concernant comment on paye nos gars de construction, combien il y a de métiers réglementés, le nombre de travailleurs qu'on a puis qu'on n'a pas développé parce qu'il n'y a plus de monde qui travaille, les gens arrêtent de travailler de bonne heure, puis les conditions sont complètement folles. Ensuite, tout ce qu'on a créé, la chaîne d'approvisionnement, c'est relié à la COVID aussi. Ensuite, tout le monde a profité de ça. Donc, le greed s'est mêlé à ça. Donc, les gens ont dit, les gens sont prêts à payer vu qu'ils sont enfermés à la maison, sont prêts à payer 2 fois le prix que ça vaut pour avoir ce qu'ils veulent, parce que les gens sont énervés, ils n'ont pas voyagé, ils ne voient pas de monde, ils ne sortent pas d'un restaurant, ils sont comme à bout. Ils sont prêts à dire oui à n'importe quoi. Donc, celui qui est greedy, il dit, les caves sont prêts à accepter quelque chose, de le payer 50 000 alors que ça vaut 28 000, je vais y vendre 50 000. Et là, il continue, puis il continue, puis il continue. Puis là, on finit par croire que la bebelle à 28 000, elle vaut 50. Mais elle ne vaut pas 50. Non, elle ne vaut pas 50. Et elle ne baissera probablement jamais à 28. Mais elle va finir par être à 40. Puis il va dire, finalement, ça s'est calmé un peu, on a baissé à 40. Mais c'est encore 20 000 de trop. Tu comprends ce que je veux dire? C'est encore une crosse. Donc, on est tout un peu responsable de ça. C'est pas juste... Et eux autres prennent des solutions qui étaient des solutions pour les crises du temps. Mais celle-là, elle est beaucoup trop complexe. Écoute, c'est à la grandeur du globe. Mais nous, en plus... avec notre pauvreté collective et le fait que tout est réglementé alentour de nous autres, puis on a créé une machine qui a fait que tout ce qu'on consomme est plus cher qu'ailleurs, même si on est les plus pauvres ou presque en Amérique, nous autres, c'est la tempête parfaite pour nous écraser. Là. Sérieux, c'est la tempête parfaite. Et je suis très inquiet. Mais moi, je ne me réjouis pas du tout de voir que il y a des gens qui... Parce que des fois, il y en a qui... lui, je l'aime pas, le tabarnak, c'est un ci, c'est un ça. Regarde, il s'est pété à la gueule. OK, c'est une manière de voir les choses, mais personne ne gagne quand ça arrive. Je comprends le côté émotif. Il m'a déjà fourré dans quelque chose. Blablabla. Oui, je comprends ça. C'est une bonne affaire que ça arrive. Ils vont arrêter. Oui, mais en ce moment, là, de voir que des gens tombent, il ne faut pas souhaiter ça. Il ne faut pas qu'il y en ait trop qui tombent parce que tout le monde va payer pour. Là. Tout le monde va payer pour. Ça m'inquiète un peu. Dernière petite affaire, c'est un genre de mini-potinage en même temps. C'est une patente de bourse, puis de boursicotage, puis c'est juste spécial. L'affaire, c'est que vous connaissez la bière, mettons, je vous dis la bière Tecate. Tecate? Tecate? Ou mettons, c'est une bière brésilienne, ça? Tecate, c'est mexicain.
C'est mexicain. Dos Esquis. Ah, ben oui. Ça, c'est mexicain aussi. Mexicain, la Amstel. La Amstel. Dos Esquis, très bonne bière. Oui, elle est très bonne. Vraiment, vraiment. Amstel, la bière hollandaise, la Cruz Campo, la bière espagnole. Mais ces bières-là, elles appartiennent à un groupe qui est énorme, le groupe Heineken. Puis dans la bière, tu as InBev, tu as la gang Molson Coors, tu as la gang Carlsberg, tu as la gang... Tu as 5 ou 6 groupes. Il n'y a pas genre Constellation là-dedans aussi? Constellation aussi, ils ont de la bière. Ils ont de la bière aussi. Qui a Corona? Corona, c'est Anheuser-Busch InBev. OK, donc c'est la gang de Budweiser. Ouais, c'est Bud, Corona, Labatt, Lowenbrau, c'est la même gang. Wow. C'est la même gang. Donc, mais tous ces grands noms-là, ces grandes compagnies-là, je pense sont 5. Je pense que c'est une affaire comme 80 ou 85 de toute la bière sur la planète. Ça appartient à 5 groupes, je pense. Une affaire de même. C'est une statistique complètement sautée. C'est quand on y pense. Mais il y a un gars très, très connu. Puis on s'entend-tu que... C'est drôle parce que c'est un gars qui prend pas de bière. Puis il prend pas de bière. Il dit qu'il prend une bière juste quand il va au baseball. Parce qu'il dit, je veux me mettre dans l'ambiance du baseball, puis je prends une bière, mais il dit, j'aime pas la bière. Le gars s'appelle Bill Gates. Ah, c'est bon. Bill, il vient de rentrer au capital de Heineken, le groupe Heineken. Donc, c'est 4% quand même de la compagnie. Non, c'est énormément de cash. Donc, Bill, il fait un investissement dans le groupe Heineken. Et c'est justement, ce groupe-là. Quand vous prendrez une Heineken, vous penserez à Bill. On a parlé sur Prime la semaine passée, je pense, mais de plus en plus de gens de retour avec les bières un peu plus, disons, traditionnelles. Traditionnelles, oui. On dirait que la fameuse mode des bières un peu complexes là, faites dans les microbrasseries, je parle pas des bières blondes faites en microbrasserie, je parle des bières, des bières plus compliquées. Là. Il semble y avoir un genre de fatigue. Je sais pas si je me trompe. Là. Tu te trompes pas. Je pense qu'il y a une petite fatigue de ça. Thank you, man. Bon week-end à toi, mon ami Jerry. Même chose à Mr. White. Thank you pour les boys de Fire Barnes. Merci à Yann Sénéchal. Merci. Merci également à Carlos de Punisher qui est avec nous sur Prime, mais aussi en ouverture de ce Radio Pirate Live de ce vendredi. On se reparle lundi. Bon week-end à tout le monde. See ya! Radiopirate.com